de vous laisser la parole, professeur, je voudrais vous présenter brièvement. Vous êtes marié, père de 6 enfants, originaire de Montpellier, où se déroule une grande part de votre vie professionnelle. Vous êtes successivement et parfois simultanément chef de consultation et directeur du laboratoire de nutrition et de chirurgie expérimentale à l'Institut du cancer de Montpellier, professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la faculté de médecine de Montpellier. Vous recevez en 1985 le prix de cancérologie Antoine Lacassagne, remis par la Ligue nationale contre le cancer, pour les travaux de votre équipe sur l'alimentation artificielle. En 1992, vous partez pour Paris, pour créer à l'Institut Curie le service de chirurgie digestive. De retour à Montpellier, au Centre régional de lutte contre le cancer, vous développez vos recherches dans 2 directions, sur la qualité nutritionnelle des aliments provenant de l'agriculture biologique, l'agriculture raisonnée et l'agriculture conventionnelle, en collaboration avec l'INSERM, et sur la mise au point d'un logiciel dédié à l'évaluation volumétrique des cancers, en collaboration avec le CIRAD. En 2008, vous êtes nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur. En parallèle de votre vie professionnelle, vous vous essayez à la politique avec un mandat de conseiller municipal et la conduite d'une liste aux élections européennes. Vous occupez les fonctions de vice-président puis président de la Fédération nationale Famille de France, ainsi que vice-président de l'Union nationale des associations familiales, UNAF, et à ce titre, vous serez désigné pour siéger au Conseil économique, social et environnemental. Depuis 1982, vous intervenez gratuitement, une journée par semaine, auprès des jeunes, dans les écoles, depuis le primaire jusqu'aux grandes écoles, ainsi que sur des conférences, comme celle de ce soir. Vous êtes l'auteur de près de 500 publications, ouvrages, traités, articles, et de plus d'une vingtaine de livres destinés au grand public, parmi lesquels Changer d'alimentation, qui s'est vendu à près de 300 000 exemplaires. Et votre dernier livre, Lutter contre le stress, un remède anti-cancer, dont je vous laisse à présent le soin de nous parler. Bien, bonsoir à tous et à toutes et merci pour cette introduction et merci tout particulièrement à la librairie de la Procure, je crois qu'elle s'appelle comme ça, à Poitiers, qui fait un excellent travail, qui doit diffuser partout. Et je sais combien ce n'est pas facile, parce qu'avec mon épouse, à ma droite, nous nous sommes occupés aussi d'une librairie chrétienne à Montpellier, avec des familles, pendant plus de 25 ans. Donc nous connaissons bien la charge à laquelle correspond la diffusion de pensées positives, je dirais, dans un monde difficile. Et justement, dans ce monde difficile, on m'a demandé donc de vous parler ce soir du thème de mes derniers livres, Lutter contre le stress, un remède anti-cancer. En même temps, sachez qu'au moment des questions, nous pourrons répondre à toutes les questions que vous voudrez nous poser, mon épouse et moi-même, pas simplement sur le sujet de lutter contre le stress, un remède anti-cancer, mais sur les aspects beaucoup plus larges. J'ai une passion qu'on pourrait appeler, les psychologues pourraient nous dire une maladie, ça ne me gêne pas, c'est l'humain. L'humain me passionne. Et l'humain me passionne dans toutes ses dimensions. Pas simplement dans la dimension anatomique. Je suis chirurgien, donc je suis bien obligé de connaître l'organisation du corps. Pas simplement dans sa dimension de physiologie, de fonctionnement des organes, mais aussi dans tous les éléments qui nous constituent l'être humain. C'est un corps, c'est un esprit, c'est un cœur au sens affectif du terme, et c'est aussi quelque chose qui est fortement occulté dans notre société, qui est parce que c'est pas facile à exprimer, parce que c'est caché au plus profond de nous-mêmes, et c'est ce qu'un grand mystique espagnol appelait la fine pointe de l'être.
Et lorsqu'on est touché par le problème du cancer, toutes les dimensions de notre être sont bouleversées. Toutes. Et on ne peut pas faire abstraction de l'une ou de l'autre, parce que faire abstraction de l'une de ces 4 dimensions, c'est incontestablement risquer d'avoir plus de difficultés à accepter des traitements nécessaires. Et si l'on peut aller vers la guérison, et heureusement nous guérissons aujourd'hui 50% des patients atteints de cancer adultes et 80% des enfants, vous voyez qu'il y a encore de la marge, mais qu'il y a du progrès qui a été fait. Donc si nous parvenons à stabiliser ou à guérir la maladie, il est certain qu'il faut se poser des questions sur les causes. J'étais récemment à Toulouse où on m'avait demandé comme thème de conférence « Le cancer ne tombe pas du ciel ». Alors, ça veut dire quoi? S'il ne tombe pas du ciel, il vient d'où? Il vient de nous. Mais pas de nous en tant que je suis atteint et je suis responsable, mais il vient de nous en tant que nous tous, notre société. Et notre société est malade. Quand on voit qu'en 2017, quasiment, il n'y a pas de famille dans laquelle il n'y ait pas des pépins de santé. Dans ma propre famille, proche, 6 cas de cancer prostatique, une tumeur cérébrale, une lésion du sein. Chacun peut dire, et je ne parle que des malades atteints de cancer, mais il y a aussi toutes les maladies dites aujourd'hui auto-immunes. Auto-immune, on entend automobile, soit en grec, immune, immunité. Et ce mot a mis du temps à rentrer dans le grand public parce que le mot immunité, c'était l'immunité d'un président de la République qui peut faire n'importe quoi. C'était ce qui se passe, exactement ce qui se passe. Ils sont immunisés. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, cette immunité. Celle qui m'intéresse, c'est l'immunité qui me protège. C'est le système de défense immunitaire qui est une merveille absolue dans notre corps, qui ne dépend pas simplement de l'organisation anatomique du corps, mais qui va dépendre, vous allez le comprendre, de son fonctionnement, de toutes ces 4 parties de l'être. Car quand je suis stressé, je baisse mes défenses immunitaires. Quand je mange mal, je baisse mes défenses immunitaires. Mais qui me dit que je mange mal quand la télé me donne des informations en permanence qui me prennent pour un consommateur? Alors heureusement, je vois qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes et ça me fait toujours très plaisir. Parce que quand vous informez une femme, même à Poitiers, vous en informez 400 d'un coup. Ça va diffuser. Quand vous informez un homme, c'est la moitié d'un. Sauf si vous lui parlez de sexualité. Auquel cas, donc messieurs, je vous dirai quelque chose qui vous concerne à la fin, pour vous tenir éveillés. Alors, problème du stress. Pour vous faire un dessin avec le stress, nous en vivons tous. Quand vous écoutez n'importe quelle radio en boucle, on n'entend que des catastrophes. Un coup c'est le chômage, un coup c'est le terrorisme, un coup c'est un avion, un coup c'est un bateau. Bon, on ne va pas faire des dessins. Ça nous touche. Même si nous nous bétonnons, ça nous touche. Il y a des stress dans la société, il y a des stress dans la famille. Il y a des stress dans la conjugalité, il y a des stress avec les enfants. Si votre ado ne vous emmerde pas, c'est qu'il va mal. Il faut qu'il vous emmerde. Et ça vous stresse. Et là, vous voyez, je vous baisse le stress. Vous dites, ah bon, bah alors il va bien. Donc, on subit tout cela, mais on n'apprend pas à le gérer. On le subit. Mais alors, pour essayer de comprendre comment je subis, il faut que je vous explique quelque chose qui est un peu une synthèse
du fonctionnement de ce qui se passe là-dedans. Parce que ce n'est pas avec nos pieds que nous pensons, c'est avec ce qui est là-dedans, nos neurones. 1000 milliards, il y en a pas mal. Les abeilles, elles en ont 1 million. Elles font moins de conneries que nous. Quand nous voyons tout ce que nous faisons avec nos milliards de cellules, il y a effectivement de quoi parfois s'inquiéter. Mais si nous faisons tant de bêtises, c'est parce qu'on ne nous a pas suffisamment informés sur comment ça marche là-dedans. Alors, soyons simples. Vous avez le cortex, 350 cm². Vous dites tant que ça? Oui, parce qu'il y a des vallées, oui, il y a des replis, mais c'est quand même utile. Ça permet de prendre la décision. J'ai décidé de prendre ce verre. Mais imaginons que je décide de prendre ce verre et que ma main n'obéit pas. Hein? Ma main n'obéit pas, il y a une interruption. Et une interruption de la fibre nerveuse, de l'influx nerveux. On en reparlera. Donc le cortex, c'est lui qui me permet de décider dans mon action. Puis il y a le centre du cerveau. Là, il y a des noyaux qu'on appelle des noyaux gris centraux, parce que c'est le centre, et gris parce que quand on les coupe, ben, c'est gris, quoi. Et ces cellules qui sont là sont des cellules qui fabriquent des neurotransmetteurs. Je préfère même dire des neuromédiateurs. C'est plus joli, médiateur, mais transmetteur, transmet. Et ces noyaux sont regroupés entre eux et on les appelle dans leur regroupement le système limbique. Hier soir ou avant-hier, on nous a dit que la Lune était non seulement hyper pleine, mais qu'elle nous éclairait à fond. Eh bien, en la regardant tout autour, vous avez le limbe. C'est pareil, nous avons un système limbique qui réunit au centre de notre cerveau les noyaux gris centraux. Il y en a à peu près une dizaine. C'est le cerveau de l'émotion. Je vous stresse, je vous appelle, je vais déclencher dans ce cerveau-là un certain nombre de fabrication de neuromédiateurs ou de neurotransmetteurs, qui ne sont pas des hormones. Les hormones, elles sont dans le sang. Les neuromédiateurs ou transmetteurs, ils sont fabriqués au niveau de l'articulation entre nos neurones. Nos neurones sont articulés entre eux par ce qu'on appelle des synapses. C'est comme si vous disiez synapse, c'est l'articulation ici du poignet. Bon, c'est le mot savant. C'est l'articulation entre les neurones. Et les neurones se connectent entre eux en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous pensons. Bref, tant au niveau haut cortex cérébral qu'au niveau de ces noyaux gris centraux que nous ne respectons pas. Mais comment voulez-vous respecter des noyaux gris centraux que nous ne connaissons pas? Nous respectons ce que nous savons. Nous ne respectons pas ce que nous ne savons pas. Et je dirais que les médias actuels sont intéressants parce que par les réseaux sociaux, on parvient maintenant à faire passer des messages aux gens sans passer par les grands médias du quotidien, hebdomadaire et autres. C'est pour ça que je me suis lancé dans une lettre qui est hebdomadaire, qui est une lettre d'information vers le grand public, qui est gratuite, que tout le monde peut recevoir. Il y a à peu près 600 000 et un peu plus personnes qui la reçoivent toutes les semaines. Et un jour, mon épouse me dit, on était dans la voiture, on discute toujours en voiture, et puis elle me dit, pourquoi tu ne ferais pas parler les organes? Je la regarde, je lui dis, mais je vais faire parler ton utérus. Et elle me dit, pourquoi pas? Et le soir même, arrivé à la maison, je commence à faire parler le foie. Et puis je publie la lettre. C'est du boulot, hein, parce qu'il faut le faire d'une manière un peu humoristique pour que ça passe, que les gens pigent. Et puis je reçois une lettre d'insulte de la vésicule biliaire qui dit « Vous n'avez pas parlé de la vésicule. Oh, » Calmez-vous. On peut vivre sans vésicule, mais on ne peut pas vivre sans foie. Le foie était prioritaire. Bon, bref, j'ai fait ainsi la peau à Noël pour la douceur. J'ai fait récemment ouer les testicules. Bon, j'ai reçu des lettres d'insultes des ovaires, alors j'ai fait les précieux ovaires. Bon, bref,
J'essaye d'expliquer d'une manière un petit peu humoristique. Pourquoi? Parce que l'humour étant cousin germain de l'amour, les messages passent mieux. Et quand on aime ses étudiants, j'ai eu la chance de trouver tout à l'heure un de mes anciens internes qui est presque de mon âge, il n'y a plus de différence entre lui et moi, et qui me rappelait que je l'avais formé à l'internat. C'était ma passion de faire passer des messages, d'expliquer ce métier fabuleux qui n'est pas simplement un métier de médecin, mais un métier d'humain, qui fait qu'on peut apprendre à faire passer ça à ses amis, à ses élèves, etc. Cortex, noyaux gris centraux, puis il y a une autre partie. Ah, vous allez me dire, mais où elle est? Ça s'appelle le cerveau mimétique. C'est une découverte récente, faite par un Méditerranéen. Il faut des Méditerranéens pour découvrir des choses aux États-Unis, parce que là, il y avait l'oseille pour pouvoir faire des recherches, qui a fait une découverte merveilleuse. Nous avons des neurones miroirs, qui fait que nous ne vivons pas seuls sur une île déserte, et donc nous observons. Nous observons les autres, nous observons la nature, nous observons, et nous avons pour cela 12 paires de nerfs crâniens. 12, rendez compte? 12. Le nerf optique, avec une vision très large. Le nerf olfactif, tiens, olfaction. Mesdames, vous avez quel âge? Ah bah, j'ai 60 ans, docteur. Et votre olfaction, à quel âge? 60 ans, docteur. Non. Si, je vous assure, c'est 60 ans. Non, elle a 3 mois. Vous refaites votre odorat tous les 3 mois. Et vos papiers, monsieur? Moi, j'ai 55 ans. 55 ans? Non. Tous les 10 jours, nous refaisons nos papiers. Tous les 10 jours. Et les premiers signes de l'Alzheimer et du Parkinson, de ces maladies neurodégénératives, parce que nous ne respectons pas, nous verrons comment suffisamment, justement, et ce n'est pas notre faute, nous ne respectons pas suffisamment tous ces éléments de notre cerveau. Ces premiers signes, c'est la perte progressive du goût et de l'odorat. Évidemment, vous avez quelque chose dans votre palais des saveurs. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit la bouche. La bouche, c'est pour se rouler des pelles. Le palais des saveurs. Ma femme me dit, tu es poète? Je dis non, c'est anatomique, le palais et des saveurs. Et de la joue droite à la joue gauche, vous devez envoyer le bon morceau de fromage, ou de pain, ou de galette, ou de vin, pour le goûter vraiment. Et ça, c'est pas pour manger comme font les animaux, qui, eux, ils mastiquent 4 fois, et puis ils avalent, et on n'en parle plus. Parce qu'ils n'ont pas les enzymes du goût dans la salive. Or, la salive, nous en fabriquons 1,5 litre par jour si nous mastiquons. Mais comme on ne mastique pas suffisamment, on en fabrique la moitié. Alors ça ballonne. À la piscine, on flotte. Alors c'est le gazogène, par en haut, par en bas. Quand vous allez dans ces départements d'outre-mer, où là-bas ils se gavent de sucre, on leur a même fait des yaourts avec 10% de plus de sucre pour tenir leur addiction. On ne leur a pas dit, mais nous avons obtenu d'arrêter tout ça. Eh bien là-bas, ils sont tous en surpoids. On ne dit jamais obèses, c'est discourtois. Ils ont 20-25 kilos de trop. Voilà. Et ils font le régime de Ducamp, que j'appelle Ducon, qui fait que si vous en perdez 10, vous en gagnez 15. Vous voyez? Bon, sympathique. Bon. Alors, ce cerveau mimétique, ces neurones miroirs sont d'une extrême importance. Pourquoi? Parce que justement, ils nous renvoient des choses. Ce n'est pas simplement de la psychologie élémentaire, mais ils nous renvoient des choses qui font que nous allons pouvoir peut-être fabriquer des neurotransmetteurs qui nous apaisent. Ou au contraire, parce que nous sommes jaloux, parce que nous voulons comme l'autre, parce que nous ceci, nous cela, nous allons avoir des neuromédiateurs négatifs. Donc, il y a des neuromédiateurs, je dirais, du bonheur, de la joie, du partage. Et puis, il y en a d'autres où on est en merdeur, on enquiquine tout le temps, etc. Voyez ? Et ça, c'est à savoir pourquoi. Parce que ça va dépendre de la façon dont nous allons gérer ces 12 paires de nerfs crâniens. Alors, elles sont toutes centrées au niveau du cerveau, donc dans notre tête. Et puis, il
Il y en a qui vont nous donner le goût, d'autres l'odorat, d'autres l'optique, d'autres l'audition, etc. Pour les yeux, vous avez en plus du nerf optique, vous en avez 3 autres qui sont pour les mouvements en haut, en bas, sur les côtés, etc. Bon, tout ça est extrêmement intéressant. Et vous en avez un qui est assez extraordinaire, que les gastros connaissent mal. Il parle du nerf vague. La 10e paire de nerfs crâniens s'appelle le nerf vague. Ce nerf vague, on lui a donné ce nom parce qu'il est relativement vague dans son boulot, c'est-à-dire qu'il part de là-haut, il va vous permettre d'avoir par des nerfs spéciaux la voix. S'il est cassé, la voix est foutue, donc la voix. Il va vous donner des éléments pour la contraction, la respiration. Il va vous donner des éléments au passage pour le cœur. Il va vous donner des éléments pour le tube digestif. Il va jusqu'au trou de balle. Vous vous rendez compte ? Il commence là, il finit en bas. Et ce qui fait que grâce à ce nerf, c'est une petite image amusante. Quand nous avons un gaz qu'on ne peut pas libérer comme ça, il vous le dit. C'est là-haut que vous le réfléchissez. Quand vous avez un besoin rapide parce qu'il y a quelque chose de liquide qui arrive là-bas et qu'il faut aller l'évacuer, c'est lui qui vous le dit. Donc tout cela, c'est d'une extrême importance et nous devons bien comprendre que ce cerveau, il est à notre service. Il est là pour notre bonheur, pour que nous fabriquions plutôt des neurotransmetteurs de la joie, du bonheur, du partage, que pour l'inverse. Alors, vous voyez, j'ai commencé à parler, ça fait à peu près 20 minutes. Vous avez déjà gagné 700 neurones. Si vous étiez à la télé ce soir, vous en auriez déjà perdu le double. Ça évidemment, TF1, Antenne 2 vous le dira pas. Mais amusez-vous à regarder des enfants ou des adultes qui regardent la télé. Mettez-vous du côté de l'écran et regardez les gens qui regardent la télé. C'est incroyable. Ils sont endormis, les yeux ouverts. C'est une forme d'anesthésie. Il n'y a pas de réactivité. L'ordinateur, c'est pas la même chose. C'est pour ça que la télé, c'est une catastrophe absolue. Bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes émissions. Bien sûr, il y en a qui sont bonnes. Et je ne vais pas dire le contraire. Mais il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en sais autant. Ça fait 25 ans qu'on a viré la télé de la maison. J'en sais autant que ceux qui la regardent. Parce qu'ils nous en parlent. Voilà. Bon. Donc, ce cerveau, il est à mon service. Et en particulier pour l'orienter dans un sens positif. Il y a une démonstration récente qui est arrivée, qui est extrêmement intéressante à propos de notre activité physique. Nous sommes faits pour marcher, pour utiliser nos membres. Bon. Mais quand on observe la société française, ou la société européenne, ou la société dite développée d'une manière générale, on se rend compte qu'il y a bien des zones de sport. Vous voyez un patient qui vous dit « Moi, j'ai été sportif. » Oui, d'accord, il a fait du rugby pendant 10 ans, à 30 ans, il s'est arrêté, et depuis, il regarde les matchs. Il dit « Je suis sportif parce qu'il regarde les matchs. » Nous devons avoir une activité physique, mais c'est aussi important que de manger. Et cette activité physique, on sait exactement ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de dire « Toi, tu fais du vélo, toi de la piscine », non. Peu importe, il faut avoir une activité physique 2 à 3 fois par semaine pour faire travailler ses muscles, pour faire travailler son système osseux. Vous avez quel âge, madame ? 30 ans. Et votre squelette ? 30 ans. Non. Si, 30 ans. Non. 10 ans. Bon, 10 ans ? Mais oui. À 100 ans, madame, vous aurez fait 10 fois votre squelette. Dans la mesure où vous allez vous bouger, dans la mesure où vous mettez dans votre palais des saveurs le bon calcium. Parce qu'il faut que je vous rappelle que vous n'êtes pas le fils d'une vache. Vous n'êtes pas le fils d'une vache. Et si vous voyez une vache boire du lait, à Poitiers, faites la photo. Il faut me l'envoyer. Impossible. Elle prend de l'herbe. Et avec de l'herbe, elle fait du lait. Et c'est pour ça que quand vous allez à la maternité voir le petit de votre copine qui vient de naître, c'est pas des fleurs qu'il faut lui amener. Sinon, elle va en manger. Il faut lui amener des fruits frais, de saison, et bio, et de qualité, de proximité. Pas des choses qui arrivent de Chine, ou de Turquie, même qu'on aime bien les Chinois ou les Turcs. Vous voyez ? Donc, il y a une chose qui est très importante à considérer, c'est tout ce que nous allons consommer
tout ce que nous allons réaliser dans notre vie quotidienne. Imaginons que c'est samedi. Samedi, vous avez décidé, le couple Dupont, monsieur et madame Dupont, ont décidé que dimanche, ils partiraient à 9h faire une bonne activité physique d'1 heure ou 2. La décision est prise. Bon, c'est dimanche. Madame se lève la première, elle n'a pas trop le moral, pas pourquoi. Elle voit 3 nuages, elle lui dit, il y a des nuages. Il lui dit, recouche-toi. Ou au contraire, elle a vu que le soleil ou le ciel bleu s'est sauvé. Ils vont partir. Et s'il y avait peut-être une difficulté à prendre la décision a été prise parce que la veille, on avait dit qu'on le ferait. 30 minutes après le début de cette activité physique, les neurotransmetteurs sont transformés du bon côté. Acétylcholine qui apaise, baisse de l'adrénaline et du stress, etc. Vous voyez, utilisation par notre corps qui va fabriquer des choses qui nous équilibrent. Et c'est encore plus vrai quand on est atteint par la maladie. Les maladies auto-immunes sont des maladies qui sont proches de celles du cancer, parce que le cancer, c'est quoi? C'est une immunité perturbée dans une zone du corps qui peut être la zone otorino-laryngologique, le poumon, l'abdomen, le tube digestif, n'importe quel organe peut être atteint, mais l'atteinte varie d'une personne à l'autre parce qu'il y a de la génétique et il y a ce qu'on appelle de l'épigénétique. Alors la génétique, par exemple, pour le sein, on dit il y a 2 gènes, BRCA1 et BRCA2. BR, ça veut dire breast en anglais, qui veut dire sein, CA, cancer, et 1, le premier gène. Et une femme qui est porteuse de ce gène, elle a à peu près 80% de risque. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de chance de cancer et de risque de grossesse. La société. Il faut voir ce qu'on dit, quoi. Risque de grossesse. Donc, cette femme a 80% de risque de développer un cancer du sein, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, comme à Angelina Jolie, je peux le dire puisque c'est public, il faut enlever les 2 seins. On ne va pas lui donner le moindre conseil. On ne va pas lui dire, est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous avez allaité? Est-ce que vous avez fumé? Est-ce que vous avez été stressé? Est-ce que votre mari est un con? Etc. Enfin bon, un tas de choses. Pour apprécier les éléments de stress et les éléments qui peuvent être en cause dans le développement d'un cancer. Vous voyez? Bon. Ça non, on ne pose pas de questions, puisque ça tombe du ciel. Mais non, ça ne tombe pas du ciel. Et aujourd'hui, on s'interdit, et je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir, on s'interdit de toucher aux causes. Comme si notre société se contentait d'avoir tant et tant de malades pour en soigner de plus en plus, pour faire plaisir à Big Pharma. Et voyez-vous, vous le savez certainement, la ministre que nous appelons MST, je ne vous traduis pas, MST, elle a cherché à ce que je sois radié de l'ordre des médecins. Mais je pense qu'elle sera radiée de l'ordre des ministres avant que je ne sois radié de l'ordre des médecins. Et que je serai plus longtemps ministre qu'elle. Alors la raison, elle est simple. Elle ne sait pas lire. Elle a dit il est contre les vaccins. Même elle est allée plus loin, c'est une insulte. Je suis rétrograde. Je suis contre les vaccins. Je suis contre la pilule et je suis contre les IVG. Donc c'est rétrograde. Je ne suis pas contre les vaccins, je suis contre les abus. Je ne suis pas contre la pilule, je suis contre les abus. Je ne suis pas contre les IVG, je suis contre les abus. Pas la même chose. Et j'ai des solutions à proposer pour réduire toutes ces choses-là. Seulement, ce que l'on veut, c'est que tous nos petits, la loi dit qu'ils doivent vacciner avant l'âge de 18 mois, c'est la loi contre diphtérie, tétanos, polio. Mais Big Pharma, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement arrêté de fabriquer des TP. Il a dit qu'il y avait soi-disant des allergies. Il peut y en avoir. Mais j'aimerais bien voir l'étude. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit de 18 mois, on descend à 16, de 16 à 14, de 14 à 12, de 12 à 8. Maintenant 2 mois. Et attention, la campagne a démarré aux États-Unis, arrive au Canada, elle est déjà en France. On veut vacciner les mamans pendant le temps de la grossesse. Bien sûr. 820 000.
par an en France. Imaginez, c'est du pognon. Et on va leur dire, la coqueluche, allez mourir. Mais vous avez tous fait une coqueluche. La rougeole, vous avez tous fait une rougeole. Mais là où on meurt de coqueluche, c'est en Afghanistan, c'est en Irak, c'est dans les pays en guerre. Et là, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou de polio. Ou de tétanos. Mais c'est pas ça. Alors chez nous, je ne suis pas du tout opposé, au contraire, je suis favorable à diphtérie, tétanos, polio, mais sans aluminium. Pourquoi ils ont ajouté l'aluminium? Pourquoi ils ont ajouté l'aluminium? C'est très simple, c'est un adjuvant. Parce que si je vous vaccine à 2 mois votre bébé, qu'est-ce que je vous cache? Je vous cache que le système immunitaire du bébé, il n'est pas fait avant 1000 jours après la conception. Faisons le calcul ensemble. 1000 jours après la conception, c'est le temps de la grossesse, 270 jours. Vous ajoutez 2 années de 365, pile, ça tombe à 1000. Ça veut dire que nous savons aujourd'hui que le système immunitaire d'un enfant se construit sur le plan anatomique pendant la vie intra-utérine, se construit au moment du passage de l'enfant par la voie naturelle, et je vous fais remarquer qu'aujourd'hui on fait de plus en plus de césariennes, pratiquement au Brésil, c'est plus d'une femme sur 2 qui attend un bébé va être césarisée. Business, c'est en train de venir chez nous. L'accouchement sans douleur est une expression d'homme, n'est-ce pas? D'homme. C'est facile pour nous de dire que c'est un accouchement sans douleur. Moi, j'ai accouché 6 fois. Enfin, j'ai vu le boulot. Et puis, j'ai accouché en tant que jeune médecin quand j'étais en coopération au Maroc. Donc, j'ai vu ça de près. Admirable. Mais les femmes, vous êtes trop gentilles. Vous vous laissez manipuler. Vous ne savez pas suffisamment, est-ce que vous êtes trop douce et trop gentille? Exprimez votre vécu. Ce que vous vivez quand le petit est là-dedans. Moi, ça m'est jamais arrivé. Quand il bouge, quand il vous parle, tout ça. Bon, on fait l'autonomie, il y a des choses extrêmement intéressantes. Tout ça aussi, c'est de l'antistress pour le bébé, c'est de l'antistress pour le papa, c'est de l'antistress pour la maman. Tout ça, c'est d'une extrême importance. Et dans le domaine de l'antistress, il ne s'agit pas d'imposer quoi que ce soit à une personne. Il y en a un qui dira, moi le yoga me va bien. Ça va très bien. Il y en a un autre qui dira, moi je préfère la méditation de pleine conscience. Il y en a un autre qui préfère l'hypnose. Pourquoi pas? Il ne faut rien rejeter, il faut avoir l'esprit ouvert. Et c'est pour cette raison que comme je connais bien maintenant l'ordre des médecins, puisqu'il essaye de me radier, mais comme j'ai fait appel, et que les collègues, sans que je leur demande, à l'ordre des médecins de Montpellier, n'ont pas supporté que je sois radié, parce qu'on radie quelqu'un qui tue, quelqu'un qui viole, ou quelqu'un qui vole. Bon, j'en suis pas là. Bon. Donc, ils ont fait appel. Cet appel est suspensif. Donc, je ne suis pas du tout suspendu. Je continue à consulter. J'ai arrêté d'opérer, mais déjà avant, puisque j'arrivais à un âge où les jeunes doivent faire le boulot à la place des anciens. Bon, donc tout ça va très bien. J'ai une très très bonne équipe au centre anticancéreux Montpellier. Je leur confie toujours des malades, etc. Mais je continue à consulter. Donc, concernant l'ordre, moi ce que je propose, c'est un élargissement. Nous sommes dans une société qui change beaucoup, et pas que dans le mauvais sens. Nous avons aujourd'hui des gens qui vont voir des naturopathes et qui en sortent avec du bonheur, qui vont voir des ostéopathes, qui vont voir des chiropracteurs. Moi-même, un jour, j'avais une cervico-myalgie importante, je n'arrivais pas bien à enlever ma chemise, et c'est mon interne qui me l'enlevait. Je lui dis, va doucement, tu me fais mal. J'arrive à la maison, et ma femme me dit, mais va voir mon chiropracteur. Je dis, mais tu as un chiropracteur à toi? Je ne savais pas. Je suis allé voir son chiro. J'ai dit, allez-y doucement, hein, parce que, attention, hein, si vous me loupez, je vais le dire partout. Hein. Mais si vous me réussissez, je le dirai partout aussi. Je suis sorti de là, j'avais plus mal. Et je ne suis pas tellement psy. Vous voyez? Et je vais le voir de temps en temps, alors que mon collègue il me disait, récemment j'avais une douleur là, je t'infiltre. Bras d'honneur. Je vais voir mon chiro. Après, il me dit, donne-moi l'adresse. Oui. Donc, tout ça, ce sont des données où notre société a évolué. Ça veut dire que moi, je pense qu'il faut aller aujourd'hui, voyez-vous, vers un conseil de l'ordre des professions de santé. Et que tout ça soit contrôlé. Hein. Il n'est pas question qu'on dise, voilà, je suis psychologue parce que j'ai fait une petite psychanalyse sur le bord du divan. Ça compte pas, ça. Non, non. Des études régulières, contrôlées par les universités, bien évidemment. Donc, il y aurait, je dirais, 4 quarts. Un quart de médecins pharmaciens, pas de problème.
un quart d'infirmiers, de kinés, de sages-femmes et de psychologues, et puis un autre quart qui serait les naturaux, les ostéos, et puis je ne sais plus, les médecines chinoises par exemple, ou autres, hypnose, bon, et puis l'autre quart, les patients. Les patients. Parce que vous avez des patients qui, quand ils sont passés par la maladie, peuvent donner de bons conseils à une personne, et tout le monde prêtera le serment d'Hippocrate. Tout le monde prêtera le serment d'Hippocrate en tant que professionnel de santé. Bon, ça va demander 10 ans, hein. Mais vous savez, il faut commencer à lancer les idées. Et puis, on va responsabiliser comme ça la société. Vous êtes fumeur, vous fumez votre paquet par jour, madame ou monsieur. On vous l'a dit 3 fois, on vous a vu en consultation, vous avez dit que vous aviez réduit. On a mis le doigt dans l'appareil, c'est pas vrai, vous n'avez pas réduit, vous avez la même quantité de nicotine. Donc, non. Ça veut dire qu'on va faire un certificat, vous ne voulez pas changer, très bien, c'est votre responsabilité. Mais à ce moment-là, la mutuelle, vous allez payer plus cher. Mais alors, vous serez moins... Vous comprenez ? Il faut aller vers vers l'intelligence de notre société. Et croyez-moi, l'intelligence de notre société, elle monte. J'en suis absolument persuadé. Et je le vois à travers les questions, vous le verrez tout à l'heure, qui sont posées par les uns et les autres. On a incontestablement une société qui évolue de ce côté-là dans le bon sens, c'est-à-dire ras-le-bol de se faire manipuler. Statine. Oui, les statines, il faut les faire quand on a une hypercholestérolie familiale. Mais quand le labo vous dit qu'il faut des statines parce que vous avez plus de 2 grammes de cholestérol, ce n'est pas vrai. On peut avoir entre 2 et 3. On peut avoir entre 2 et 3. Et même, à partir d'un certain âge, il faut avoir un bon 2,50 pour fabriquer les neurones, les neurotransmetteurs et les hormones, qui soient les hormones des surrénales. Parce que nos surrénales, j'ai fait des lettres sur les surrénales, aïe mes surrénales, chaque fois que je vous stresse, que je vous fais fabriquer de l'adrénaline, la tension monte, et en même temps, vous allez fabriquer du cortisol, vous connaissez le mot cortisone, qui est une hormone que l'on donne dans un état inflammatoire, il ne faut pas donner ça trop longtemps, parce que ça finit par déglinguer l'organisme, et surtout, ça finit par créer des baisses des défenses immunitaires. Or, le cancer, les maladies auto-immunes, qu'elles touchent la peau, lupus érythémateux disséminé, sclérodermie, qu'elles touchent les articulations sous la forme de polyarthrite, spondylarthrite ankylosante. Quand vous voyez aujourd'hui un gosse de 15 ans qui vient vous voir avec un gros genou, vous dites qu'il a pris un coup au rugby. Non, il est à la oui-oui. Il est à la oui-oui, c'est tout ce qu'il fait. Et il bouffe n'importe quoi. Il est au frigo, il bouffe des pop-corn, il se gave de yop, je sais pas quoi. Voilà. Et après, il a mal au genou. Et oui, et on va lui donner du méthotrexate. Et le méthotrexate, c'est un médicament qu'on donne contre le cancer. Nous en sommes là aujourd'hui. C'est totalement aberrant. Rectocolite ulcéro-hémorragique. Une autre maladie, la maladie de Crohn. Je me souviens en 1978, j'étais allé donner des conférences en Suède et j'étais resté une bonne semaine là-bas pour visiter des collègues. Là-bas, quand ils avaient un syndrome appendiculaire, pour moi c'était un syndrome appendiculaire. J'ai examiné, je disais ça, pour moi c'était appendicite chez nous en France. Chez eux c'était une maladie de Crohn. Et maintenant les maladies de Crohn elles sont chez nous. Pourquoi ? Parce que nous avons les habitudes des pays scandinaves où on nous gave de produits laitiers. Je ne suis pas contre les produits laitiers. Le premier de tous et le meilleur de tous, sans aucune exception. Mais on vous dira de ne pas le dire. C'est le lait de la maman pour son bébé. Oui, mais ça va abîmer le sein. Et puis, madame, la pollution que vous respirez, vous comprenez, ça va passer dans votre sein, vous allez abîmer votre enfant. Prenez Gigose. Se fout de vous. Parce que dans Gigose, il n'y a pas des facteurs de croissance pour la croissance du citron du bébé. Vous avez dans le lait d'une maman 7 facteurs neurotrophiques fabuleux pour stimuler ce cerveau de cet enfant qui, 1 an après, reconnaît, parle les couleurs, commence à marcher, alors que le veau, il est aussi con 1 an après que quand il est né. Il pèse 365 kilos. Et oui, c'est normal, parce que dans le lait de sa mère, que la plupart du temps on lui supprime pour nous le donner, il y a 3 facteurs de croissance, IGF, EGF, TGF, insuline, growth factor, facteur de croissance de l'insuline qui fait grosso modo l'intérieur de l'animal, EGF, épidermal, growth factor qui fait l'enveloppe, TGF, transforming growth factor qui transforme le muscle, les articulations, du veau. Faut voir l'animal que c'est. Mais je ne suis pas comme lui.
Donc c'est pas pour moi tout ça. Sauf que c'est vrai, autrefois, ma maman faisait bouillir le lait. On allait chez le vacher, comme Perrette avec son pot au lait. On faisait bouillir, on avait la crème épaisse sur le lait. C'était les facteurs de croissance dont les formules chimiques étaient explosées. Formules chimiques que je connais bien. J'ai fait beaucoup de chimie et ça m'a toujours passionné. Ces formules chimiques, c'est pas compliqué, tu me passes ta bouteille s'il te plaît. Voilà, une molécule de soufre, merci, et en voilà une autre. Vous les réunissez, ça fait un pont disulfure. Eh bien, dans le TGF, vous avez 9 ponts comme ça. Pour faire péter 9 ponts disulfure, il faut faire bouillir le lait. Maman faisait ça sans le savoir. Elle le stérilisait, ça, elle le savait. Mais elle ne savait pas qu'elle faisait sauter ces ponts disulfure. Or, ces ponts disulfure, ce sont des molécules extrêmement puissantes. Ce sont des facteurs de croissance. Plus, une vache qui vous donne son lait, c'est qu'elle a mis bas. Mais elle a mis bas depuis un mois qu'elle est réinséminée. Elle est déjà dans une deuxième gestation. Ça veut dire que dans le lait, alors qu'elle est en état de gestation, vous avez en plus les hormones qui sont les facteurs de croissance de son fœtus qui s'appelle le petit veau qui va arriver bientôt. Tout ça, nous on picole. Ça veut dire que le lait de la vache est pour le veau, sauf si vous avez la vache dans le jardin. Quand nous sommes dans les Pyrénées, nous ne sommes pas très loin pendant les vacances, on va traire les vaches avec les petits-enfants, ils sont contents, tout ça, on récupère et on fait comme autrefois. Maintenant, c'est UHT. Et UHT, c'est ultra haute température. Et ce ultra haute température ne détruit pas les facteurs de croissance. On les consomme. Alors, je ne suis pas là pour vous stresser. Je suis là, bien au contraire, pour vous aider à y voir plus clair pour prendre les bonnes décisions. Sur le côté alimentaire, je vais passer dans quelques instants la parole à mon épouse parce qu'elle va vous faire des bons petits menus sympas. Elle va vous égayer votre palais des saveurs, et ça, c'est de l'anti-stress. Mais pour réduire le stress, lorsqu'on a ces pathologies, qui sont des pathologies, la fibromyalgie, celles que j'ai citées, qu'elles soient rhumatismales, ou bien les toutes dernières maintenant, c'est Alzheimer et Parkinson. Si vous êtes aux États-Unis, sachez qu'aux États-Unis, il y a le diabète comme chez nous, le type 1, d'origine plus ou moins génétique, de type 2 c'est la bouffe, et de type 3 c'est l'Alzheimer. Aux États-Unis, Alzheimer de type 3 égale, diabète de type 3 égale Alzheimer. Bon. Aujourd'hui, on nous en promet de plus en plus. Dans les maisons de retraite, on stresse les gens. Comment fait-on ? Vous avez un pharmacien qui est là, et puis il y a des médocs, et quand quand vous arrivez, on vous offre un plumier. Ça vous rappelle votre enfance. Là, vous avez des rainures, lundi, mardi, mercredi, puis 8h, 10h, midi. Là, il y a des pilules. La petite mémé, 75 ans, elle pleure parce que sa petite fille l'a pas appelée pour lui dire « Mamie, je t'aime ». Elle pleure. Alors l'infirmière gentille, « Vous êtes anxieuse, mamie ?» Un petit anxiolytique. Hein? Elle se réveille le matin. « Vous avez bien dormi, mamie ?»« Oh, j'ai pas dormi de la nuit. »« Ok, un somnifère pour ce soir. Très bien. » Et puis, elle est vraiment, vraiment dépressive, cette mamie. Un antidépresseur! Et je t'en fous, et je t'en remets. Vous entendez pas bien? J'ai un médicament pour vous, vous ne pas bien. Vous avez des hémorroïdes, j'ai ce qu'il faut, pas de problème. Ça, Big Pharma. Big Pharma est arrivé dans les crèches. Big Pharma avec les vaccins. Big Pharma arrive dans les maisons de retraite. Ça vous stresse les gens. Vous allez voir votre grand-père à la maison de retraite. Vous dites, madame, vous êtes vaccinée? Pourquoi? Non. Ah, vous n'êtes pas vacciné contre le zona? Ah non, vous ne pouvez pas rentrer. Ah bon? C'est un ordre de la direction. Ah bon? Mais mon grand-père... Ah non, mais parce qu'il y a une personne qui a le zona au 2e étage à la chambre 14. On vous raconte une salade. On vous dit qu'il faut vous faire vacciner. Récemment, j'ai un ami qui m'a appelé comme ça, qui allait visiter des personnes âgées, et on lui a imposé de se faire vacciner. Je lui demande des textes. Il a demandé des textes, il n'y a pas de texte. Pareil pour entrer dans une crèche. On vous dit, vous n'êtes pas vacciné le petit, vous pouvez rentrer le petit non vacciné dans une crèche, car comment un enfant non vacciné peut-il rendre malade les autres qui sont vaccinés? On m'explique. Donc on vous dit, vous avez 3 mois pour le vacciner. Oui, mais ça n'est pas dans la loi. C'est simplement dans la charte de la crèche. Ça aussi, ils sont arrivés à pénétrer. Et là-dedans, il y a l'éternel yaya, le yaourt. Et vous savez quand est-ce que je prescris le yaourt, moi?
la veille du départ dans l'au-delà. Uniquement. Le jour où mon épouse m'offre un yaya, je sais que le lendemain, je m'en vais. Et pourquoi? Parce que vous ne le mastiquez pas. Alors récemment, il m'a dit, une dame me dit, j'étais avec mon épouse, elle me dit, moi je n'en prends qu'un. Et puis elle ajoute, un grand. Ça veut dire, j'imagine, c'est un grand bol, là, vous voyez, il y en a deux, quoi, dedans. Hein. Plus. Bon, plus. Bon. Donc tout ça, c'est aberrant. Parce que la première chose qui est à retenir, c'est que tout ce que vous dit la télé ou les radios en termes de pub, c'est bon, c'est ce qu'il ne faut pas acheter. Coca-Cola, vous connaissez? Nutella, vous connaissez? On est champion du monde, hein, du Nutella. Champion du monde, hein, par tête de pipe d'habitants. Incroyable. Et récemment, une maman me disait, ma petite, elle m'avait demandé à Noël un gros pot. Et alors, ben, je lui ai acheté. Vous savez, les parents, ils négocient. Hein. Tu veux le pot, ou tu veux le préservatif, enfin, tout ça. Elle a préféré le Nutella, quoi. Et puis un jour, la petite, il dit, je veux plus du Nutella. Il y en avait encore la moitié dans le pot. La mère dit, non, il faut le finir. Non, mais j'ai vu une vidéo sur YouTube, et j'ai vu un monsieur, c'est un clown, il s'appelle Joyeux, et j'ai compris, hein. Le Nutella, j'en veux plus. La petite, elle avait compris. Dans le Nutella, vous avez un produit qu'on appelle tout simplement le carbamide. C'est quoi? Évidemment, on ne va pas vous le dire. C'est ce que vous éliminez dans les urines. Du carbamide. C'est nitrosé, c'est nitré. Donc elle a compris, pipi dans le Nutella. Elle a dit à maman, moi je ne veux plus du Nutella, il y a du pipi dedans. Je lui ai sauvé la vie. De la même façon que récemment, hein, un garçon stressé, d'origine allemande, vient à la fin de la conférence, il me dit, c'est vrai ce que vous avez dit, en France, McDo, parlez pas bien français, McDo, viande hachée, mâchée, quelqu'un d'autre avant moi. Et alors, je lui dis, oui. En France, au McDo, la viande a été mâchée par quelqu'un d'autre avant vous. Bon, le type, j'ai sauvé la vie, bien sûr. Bon, haché, mâché, c'est pareil, un lapsus. Quoi. Mais quand je lui ai dit lapsus, il n'a pas compris. Bon, mais il n'y va plus. Oui. Bon, donc, vous voyez, à travers ces éléments-là, dans la compréhension, évidemment, je ne suis pas rentré dans le détail, je pourrais rentrer tout ça dans le bouquin sur la lutte contre le stress. Vous l'avez aussi dans l'Alzheimer. L'Alzheimer qui démarre, il faut stimuler vite l'odorat. L'Alzheimer qui démarre, il faut vite stimuler le goût. Il faut prendre du bon vin, il faut le pousser de la joue droite à la joue gauche, du palais haut au palais bas. Enfin, il y a des tas de choses qui sont d'une simplicité enfantine. Oui. Donc, tout ça, c'est simple, c'est du bon sens. Et en même temps, ce bon sens, on peut le faire passer dans la famille. Et quand on a le sens familial, eh ben ça passe de la petite génération vers la grande. Et vous avez mes petits-enfants qui me disent « Papiri, il m'appelle Papiri ou Mamini, j'ai regardé ta pomme d'Adam, là, hein, tu as pris un morceau de viande, tu l'as mastiqué que 12 fois. » Il a vu la pomme qui faisait ça. Il a raison, j'ai dit qu'il faut 20 fois, et parfois il faut 37 fois. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour passer la parole à mon épouse, parce que sinon, après, elle va me battre. Donc, je te passe la parole. Bonsoir. Tu as dit combien? 12, tant que ça? Oui, enfin bon. Plus encore. Alors, je suis missionnée pour vous parler de la pratique culinaire, parce que vous avez entendu plein de choses, et puis après vous vous dites quand vous rentrez dans ma cuisine, et maintenant comment je fais pour changer les choses. Alors je vais essayer de vous donner des paramètres simples, parce qu'on entend tellement de choses différentes, à droite, à gauche, qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Donc, premier paramètre, le naturel. Il faut que vos aliments soient les plus naturels possibles. Quand vous avez un fruit, un légume, il a son contenant de vitamines, minéraux, d'acides gras, de fibres, tout un tas de choses qui sont le cadeau qu'il vous fait, qui sont bons pour notre santé. Voilà. Et s'il est bio, c'est encore mieux, parce que vous avez enlevé les pesticides. Les pesticides qui sont quand même pas très bons pour notre santé. Donc, le plus naturel possible, c'est
bio, de saison et de proximité. De proximité et de saison. Les saisons, aux saisons correspondent des végétaux qui ont des qualités spécifiques. Par exemple, en hiver, vous avez tous les crucifères. Les crucifères, c'est bon pour nous défendre contre les infections respiratoires de l'hiver. Vous avez dedans vitamine C. Vitamine C, eh bien, par exemple, le chou vert en apporte 170 mg au 100 g. C'est beaucoup. Et vous avez du soufre, tous ces composés soufrés, dont le sulforaphane, qui est réputé contre le cancer. Eh bien, ces composés soufrés vous nettoient, vous désinfectent. Ils ont un effet antibiotique, anti-infectieux, tout au niveau des poumons, mais aussi de tout l'organisme. De même, tous les aliacés, ail, oignons, poireaux, etc., sont riches en soufre, composés soufrés, et ils ont un effet de défense immunitaire et aussi un effet protecteur. On sait que consommer des oignons, ça protège contre le cancer de l'estomac. Donc vous voyez, beaucoup de qualités, on pourrait en passer des heures à les énumérer. Mais voilà, vous avez imaginé une belle aubergine, à peu près, hein. Il y a dans chaque aliment une cohérence nutritionnelle. Cette cohérence, c'est le contenu, le contenant. Donc dans la chair et dans la peau, vous n'avez pas les mêmes nutriments, c'est pas par hasard. Donc la peau, il faut la consommer, oui, si possible, hein. Il y a des peaux qui sont un peu difficiles, sur certaines courges par exemple, c'est un peu rude. Mais n'épluchez jamais un potimarron, n'épluchez plus vos aubergines, les poivrons, les tomates, ne vous embêtez pas. La tomate, c'est dans la peau qu'il y a le plus de composés intéressants, dont le fameux lycopène qui protège contre le cancer de la prostate. Donc vous y gagnez au poids, hein. Vous achetez plus cher le bio, mais en fait, comme vous épluchez pas, vous récupérez en poids. Vous récupérez aussi le fait que c'est plus concentré en nutriments, puisque les pesticides agissent comme des hormones, hein. Ce sont des hormones de synthèse, les pesticides, et font stocker de l'eau aux aliments. Donc vous achetez 25% d'eau quand vous achetez du non-bio. Voilà. Et ça rassasie moins. Alors, cohérence nutritionnelle, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des aliments les plus complets possibles. Riz blanc égale sucre, pain blanc égale sucre, indice glucidique 100, c'est la référence. Il faut consommer du riz complet, du pain complet, voire d'autres céréales, sachant que les céréales que nous trouvons communément dans nos boulangeries ou dans nos supermarchés sont des céréales dégradées et trafiquées, et qui posent beaucoup de problèmes d'intolérance. Cohérence nutritionnelle, en fonction de la saison, n'achetez plus trop de tomates en hiver, puisque d'ailleurs elles ont beaucoup moins de goût, hein. Naturel, paramètres naturels, et paramètres organoleptiques. Vous avez des sens, 5 sens qui vont vous aider à choisir vos aliments. Couleur, c'est les vitamines. Il faut que les couleurs soient les plus naturelles et les plus fraîches possibles. Couleur, odeur, ce sont tous les parfums, les essences des aliments. Les goûts, ce sont les sels minéraux. Et la texture, ce sont les fibres. Les fibres sont très importantes parce qu'elles font notre santé intestinale, c'est-à-dire elles entretiennent notre flore intestinale et donc nos défenses immunitaires. Alors, cette cohérence nutritionnelle, cette cohérence des 5 sens, eh bien, si vous maltraitez vos aliments quand vous les préparez, vous détruisez tout. C'est facile à voir, hein, quand vous cuisez à la cocotte minute, quand ça sort, ça n'a plus du tout le même aspect. C'est mou, plus de fibres. C'est grisâtre, c'est plus vert, c'est plus jaune, c'est marronasse. Plus de vitamines, plus de couleurs, plus de vitamines.
Et ça a changé de goût, il n'y a plus de goût, alors on va rajouter du sel. Dans les conserves, on rajoute aussi du sucre d'ailleurs, et puis du glutamate pour redonner un peu de goût. Et puis on va rajouter aussi des margarines pour donner de la texture, parce que il faut remplacer, il faut que ça soit appétissant. Vous avez détruit les vitamines, les minéraux, les acides gras sont dégradés, les fibres disparaissent. Qu'est-ce que vous avez au total dans votre plat? Eh bien, vous avez du sucre. Oui, c'est du sucre. Vous avez transformé votre aliment en sucre. Et ne vous étonnez pas donc d'avoir des somnolences après le repas, la glycémie qui monte, qui descend. Et ne vous étonnez pas de prendre du poids. Et ne vous étonnez pas d'avancer tout doucement vers le diabète et de ne plus supporter le cru. Plus on cuit, moins on supporte le cru. On cuit, c'est mou, on avale, on ne mastique pas. Ah, c'est embêtant ça, c'est la première étape de la digestion. Il faut mastiquer, saliver. Dans la salive, vous avez les enzymes, en particulier l'amylase, qui nous aide à digérer l'amidon. C'est pas pour rien, c'est pour pouvoir consommer des végétaux crus ou très peu cuits. Il faut que ça croque. Il faut que vous apportiez à votre organisme tous ces bons nutriments qui sont contenus dans les aliments. Et donc, si vous les dégradez, eh bien, vous manquez à votre devoir de santé envers votre corps. Et si vous sautez la première étape de la digestion en ne mastiquant pas suffisamment, en ne faisant pas ce travail de préparation que vous demandez à la cocotte minute, ou en faisant réduire pendant longtemps avec des petits légumes avec du beurre, etc., jusqu'à ce que ça soit bien concentré, bien mou, bien doré, bien gratiné, eh bien, vous allez avaler sans mastiquer, ça va tomber directement dans l'estomac. S'il y a des morceaux, ça va vous raboter l'ésophage. L'estomac va être obligé de faire tout le travail, il va cracher beaucoup d'acide, vous allez avoir des remontées gastriques, du reflux ésophageien, ça va vous brûler, brûlure d'estomac, brûlure gastrique. Et quand ça finira par descendre, parce qu'il faut bien que ça descende, eh bien ça va arriver dans l'intestin et cet excès d'acidité va dégrader votre flore intestinale qui déjà est fort malmenée puisqu'elle n'est pas alimentée par des fibres en bon état. Alors vous étonnez pas d'avoir des ballonnements, c'est normal puisque c'est du sucre que vous avez consommé. Le sucre ça fermente, vous le savez, c'est avec du jus de raisin sucré qu'on fabrique le vin. Ça fermente, donc ça ballonne. Et le transit est ralenti, ou alors tout d'un coup il va s'accélérer, on ne sait pas ce qui se passe. On a des contractions de l'estomac qui se contracte pour digérer, de l'intestin qui ne va pas bien, et au total on n'est pas en forme. Voilà. Alors ce tableau déprimant, je vois vos visages un peu contrariés. On peut tout changer. Par exemple, je vais vous expliquer comment on peut cuisiner un tagine. Le tagine, c'est un plat symbolique au Maroc, et c'est un plat magnifique, mais on cuit beaucoup trop au Maroc. Quel dommage. On a l'instrument le plus intéressant pour cuisiner, c'est le couscoussier, c'est la cuisson vapeur douce. Mais on l'utilise uniquement pour le couscous, et on fait tout cuire en bas. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. On met de l'eau dans un couscoussier, mais de préférence un couscoussier qui aurait des trous un peu plus gros et un couvercle bombé pour que la condensation ne tombe pas sur les aliments et que la vapeur puisse tourner largement autour des aliments. Quand l'eau bout, on a coupé les légumes. D'abord, on va couper la viande en morceaux à peu près comme ça. On la sale un peu à l'avance et on va la mettre pendant environ 20 minutes dans le compartiment en haut. Voilà, pendant une vingtaine de minutes, et au bout de 20 minutes, on prend le couteau et on pique pour voir si cette viande, qui est une viande, c'est pas les meilleures viandes, c'est les viandes de longue cuisson, donc on va pas les manger rouges, puisqu'elles seraient un petit peu difficiles à mastiquer, on va les faire cuire un peu plus longtemps pour qu'elles deviennent plus faciles à mastiquer. Mais le fait qu'elles cuisent en haut du cuit-vapeur, la vapeur va faire comme il se passe dans les bains de vapeur ou les hammams, ça va faire transpirer. Et la viande va transpirer ses toxiques. Et on sait que de nos jours, il y a beaucoup de toxiques dans les viandes.
plus tous les traitements, les antibiotiques, etc. La viande va transpirer, elle va évacuer des graisses aussi, donc elle sera plus maigre, plus digeste. Et quand elle est à peu près cuite, on va l'enlever, on va la mettre dans une cocotte à part, et puis on va mettre les légumes coupés en morceaux comme ça, on couvre 5 minutes, pas plus, 5 minutes. Vous allez me dire, ah, c'est pas cuit. Ah ben oui, vous allez être obligé de mastiquer, ça alors, ça tombe bien, parce que si vous mastiquez, vous êtes obligé de mastiquer, alors vous allez compter 35 fois dans votre tête pour que ce soit bien réduit en purée, c'est vous qui devez faire la purée, c'est pas le mixeur. Eh bien là, vous allez pouvoir avaler, et votre œsophage, qui est un tube plat et mou, qui n'est pas fait pour avaler les morceaux, ça va descendre tout seul, ça va arriver dans l'estomac, qui va gentiment travailler, et tout va très bien se passer, et votre intestin va être content, et tout va bien se régulariser, votre transit va se régulariser, vous avez nettoyé vos aliments, vous les avez juste cuits comme il faut, pas plus, et donc vous avez gardé toutes les couleurs doivent rester naturelles, les goûts, les saveurs, les goûts, la texture, voilà. Vous avez préservé la carte d'identité de vos aliments, tous ces signes extérieurs, ça veut dire que vous avez préservé tous leurs signes, leurs nutriments intérieurs. Voilà, c'est très important. Donc, cuisson idéale, vapeur douce courte. On fait les mélanges après. Dès que ça sort du cuit-vapeur, on ajoute les épices pour le tagine. Vous allez ajouter beaucoup de cumin. C'est pas quelques grains, c'est par cuillerée à soupe. Le cumin, il faut qu'on le goûte parce que le cumin a des qualités au niveau nutritionnel excellentes et c'est une épice qui fait digérer. Il ne faut pas le cuire, on l'ajoute à la fin. Pareil pour la cannelle qui était très tonique, qui est anti-infectieuse, antibiotique, on la rajoute à la fin. Voilà, on mélange bien avec de la bonne huile d'olive, du bon sel gris, pas raffiné, pas raffiné, parce que quand on le raffine, on va isoler que le chlorure de sodium. Tout ce qui est raffiné crée des déséquilibres. Je vous rappelle, le pain blanc, le riz blanc, c'est du sucre, ça crée des déséquilibres. Et le sel, ça crée de l'acidité, des déséquilibres aussi. Voilà. Eh bien, très bon appétit avec ce bon tagine et à votre santé. Alors, pour synthétiser, 80% de végétaux, 20% de produits animaux. Il ne s'agit pas de devenir vegan. C'est ce que j'appelle les talibans du végétal. C'est excessif. On peut passer du régime classique, disons, des mauvaises habitudes alimentaires, à être vegan. Il ne faut pas culpabiliser les personnes, mais ça va durer grosso modo une année, parce que nous avons des réserves pour une année. Vous voyez ? On a des réserves en vitamine K, en vitamine liposoluble. Nous étions récemment donner des conférences à un congrès de femmes au Maroc. Elles étaient toutes bronzées. C'est normal, là-bas il fait soleil jour et nuit. Elles étaient toutes fatiguées, bronzées et sous vitamine D. Je dis, pourquoi vous êtes sous vitamine D ? C'est le docteur qui nous l'a prescrit. Mais oui, pourquoi ? Parce qu'on leur a dit que le taux normal de vitamine D c'était 40. Après c'est 30. Alors si vous êtes à 38, vous n'êtes pas à 40. J'en manquais. Si vous êtes... Vous voyez, c'est comme ça qu'ils ont monté le système. Ils ont monté la même chose avec les statines. Donc, faites très attention à ça. Et pourquoi elles étaient fatiguées ? Parce que comme elles prenaient beaucoup de vitamine D très régulièrement, et qu'elles en avaient fait fabriquer, ce qui est la meilleure sous la peau par le soleil, elles stockaient ça dans leur foie et dans leurs muscles. Donc, elles avaient le foie gras. J'aurais dit, vous avez le foie gras. Vous êtes en consultation. Madame vient vous voir, son problème de sein, tout ça, bon, vous la tranquillisez, puis elle vous dit, docteur, pouvez voir le dossier de mon mari ? Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il a, votre mari ? Alors, il est assis, affalé dans le fauteuil. Il est tout le temps fatigué. Alors, lui, tu exagères. Je dis, madame, mais qu'est-ce qu'il fait ? Rien. Tu exagères. Bon. Vous voyez ? Bon. Alors, vous voyez le dossier de monsieur. Ah, vous dites, monsieur, vous avez une belle prostate, hein ? Vous avez 100 cm3, 120. Alors, il vous fait, n'est-ce pas ? Je dis, oui, mais c'est une prostate de veau. Je calme, hein ? Normalement, la prostate, c'est 30 cm3, balle de golf. Monsieur se gave de produits laitiers, il ne peut pas dormir le soir sans prendre son verre de lait, son yaya, etc. Bon, son fromage, ça, c'est tellement bon, on ne peut pas en passer. Dès qu'il se lève, il a mal aux hanches. Ah oui. Alors, les orthopédistes, mes collègues, me disent, mais ferme-la. On se fait les bonbons en or, nous.
Quand on tient une hanche, on tient l'autre. Quand on tient les hanches, on tient les genoux. On a des prothèses partout. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre de choses. Vous comprenez? L'un de mes frères aînés avait une belle coxarthrose, comme on dit entre nous, bilatérale. Bilatérale. Il était stressé. Il avait mal. Bon, donc je montre la radio à un de mes collègues orthopédistes, il me dit ton frangin, il faut lui faire changer les deux hanches. Et tu peux faire ça d'un coup? Non, c'est trop lourd, l'une après l'autre. Bon, alors il fait la première, puis je vais le voir à l'hôpital. Je lui dis alors tu es content? Il me dit oui, mais tu comprends, les chirurgiens, les tuyaux, vous êtes pénibles, cicatrisation, vous ne pouvez pas faire plus vite, tout ça. Puis dans 3 mois, il faut que je recommence. Là, il se plaignait, quoi. Je dis mais tu veux vraiment te faire opérer de l'autre côté? Il me dit mais j'ai mal. Bien sûr qu'il a mal. Il dit mais tu aurais une solution pour ne pas me faire opérer? Mais bien sûr. C'est laquelle? Il faut que ta femme écoute la mienne. C'est aussi simple que ça. Ça fait 8 ans, il ne s'est pas fait opérer. Alors beaucoup de gens me disent, dites, c'est vrai que votre femme... Ben appelez-le. Non, il ne s'est pas fait opérer. Pourquoi? La radio, elle est la même. Mais il a changé les habitudes alimentaires. Ça veut dire qu'il a supprimé les antigènes qui créaient des anticorps au niveau de ses articulations et qui lui faisaient mal. Tenez. Prenez du calcium venant du lait de la vache. Il y en a 4 fois plus que dans le lait de la maman. C'est normal pour un animal dont j'ai parlé. Bien. Normalement, s'il y en a 4 fois trop, ça veut dire que le 4 fois trop doit être à la sortie. Mais comme nous avons souvent de la porosité intestinale, porosité, ça veut dire que l'intestin est poreux. Si vous avez un imperméable poreux, vous sortez, vous mouillez, vous n'êtes pas content, ça ne va pas. Bon. Ben, l'intestin poreux, c'est quoi? Ce sont les cellules intestinales qui sont normalement collées les unes aux autres, en voici une autre, par ce qu'on appelle des jonctions serrées. Elles se tiennent les unes contre les autres pour faire le boulot, c'est-à-dire absorber le bon produit et le faire passer de l'autre côté, dans le système sanguin. Bien. Mais quand vous avez du mauvais pain, de Monsanto et de tous les autres, Syngenta et compagnie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils nous ont fait des champs de blé qui nous arrivent aux genoux alors qu'avant ils nous arrivaient aux épaules des adultes. Ils les ont modifiés génétiquement, nous faisant croire que c'était absolument génial pour nourrir la planète, la FAO, que ci, que ça, c'est du bidon. Notre société, notre terre est capable de nourrir, écoutez-moi bien, 100 milliards d'hommes et nous n'y arriverons jamais. Jamais par la régulation des morts et des vivants. Bon, nous sommes 7, et alors? Il suffit de nous organiser. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont filé un gluten qui vaut que dalle, qui va devenir un mauvais pain quand vous l'avez en bouche, vous mastiquez 3 fois et dégage. Et quand ça arrive au niveau de l'intestin, ça décolle les jonctions serrées. Ça desserre les jonctions. Et à ce moment-là, la jonction desserrée, le calcium en trop passe. Où il va? Faisons la relation entre ce calcium qui arrive à votre fémur. Logiquement, il va sur l'os. Il arrive sur le fémur et le fémur lui dit: qu'est-ce que tu viens faire? Ah bah, je suis calcium, je viens te consolider, mon ami. L'autre répond: je suis un squelette qui bouge, j'ai pas besoin de toi, dégage. Et il va où? Ben, il va au plus près, cartilage articulaire. Le cartilage, c'est le roulement à billes de l'articulation qui fait qu'on a tant de souplesse, tant de capacité à faire de belles choses avec nos articulations. Et là, ça craque, ça fait mal. Bon. Ensuite, il peut passer ailleurs. Et récemment, je vous donne une nouvelle qui est absolument fantastique et qui doit vous aider à mieux comprendre comment nous devons nous comporter dans notre alimentation pour nous déstresser. C'est qu'on savait qu'il y avait la barrière intestinale. La barrière intestinale qui, normalement, ne doit pas se desserrer, il ne doit pas y avoir de porosité, n'est-ce pas? Bon, mais nous avons une deuxième barrière, c'est la barrière hémato-encéphalique. Hémato, c'est le sang, encéphale, c'est le citron, c'est le cerveau, bon. Donc il y a une barrière qui fait que certains médicaments passent et d'autres ne passent pas. Certaines molécules passent et d'autres ne passent pas. C'est difficile de faire envoyer des médicaments vers le système nerveux central. Seulement, on s'est rendu compte que le calcium, quand on en prend en excès, surtout du calcium animal, eh bien, il passe la barrière hémato-encéphalique. Et où va-t-il? Sur l'hippocampe. Et l'hippocampe, c'est la zone de la mémoire. C'est celle qui fait que je retiens, je gagne des neurones. Vous pouvez avoir un hippocampe qui mesure à peu près 3 cm3. Vous regardez la télé tous les jours, vous passez à 2,5. Vous faites travailler votre citron parce que vous êtes passionné par Napoléon III, passionné par je ne sais quoi, et vous retenez tout parce que ça vous passionne. Et là, votre hippocampe, il était à 3, il passe à 3,5, il passe même à 4. On le sait tout ça, c'est démontré. Et on a ainsi démontré que le calcium, c'est un interrupteur. Qu'est-ce que c'est un interrupteur? Si j'appuie sur l'interrupteur, j'éteins la salle. Puis je la rallume, d'accord. Mais si j'éteins, le courant ne passe plus.
Bon, eh bien, le calcium en excès dans des zones du corps, c'est un inflammatoire. Au niveau de la prostate, maintenant on le sait. Au niveau du sein, microcalcification. Quand on voit des femmes qui ont des microcalcifications du sein, on dit aïe aïe aïe, il faut les compter, il faut peut-être les prélever, etc. Stress. Bon. Et puis, ça passe la barrière hémato-encéphalique. Et ça, c'est récent. C'est pour ça que j'en parle dans mon bouquin sur Alzheimer et Parkinson, pour bien expliquer. Arrêtez de consommer ces excès de calcium. Ah docteur, mais si je ne prends pas du calcium, je vais avoir de l'ostéoporose. Je vais me décalcifier. Mon docteur m'a dit que j'aurais droit au fauteuil roulant. Une femme m'a appelé l'autre jour comme ça. J'étais hyper angoissée. Elle avait fait une ostéodensitométrie. Alors l'ostéodensitométrie, voilà le résultat, comment on vous le donne. Vous avez une zone verte. Tout le monde. Non, il n'y a personne. Ça, c'est la zone en haut où il n'y a personne. C'est la zone verte où tout va bien. Puis vous avez une zone jaune, quelques personnes. Puis orange, de plus en plus. Puis rouge, à la frontière entre le rouge et l'orange. Vous avez de l'ostéoporose, madame. Il faut prendre Protélos, Bonviva, il faut faire une injection de ci, une injection de ça. Alors que vous avez des femmes qui ont une activité physique absolument normale, qui n'ont pas un pet d'ostéoporose, mais ils ont paramétré l'ostéodensitométrie pour vous foutre la trouille. Voilà ce qu'ils ont fait. Quand vous avez un cancer des os, c'est une autre affaire. Je ne dis pas que c'est un mauvais examen, mais je dis qu'on l'utilise d'une manière abusive. Vous avez quel âge ? 48. Ah, ça se voit. Il vous balance une bouffée de chaleur. Vous voyez ? Alors que 48, moi je dis, mais vous en paraissez 35. Oh docteur, vous êtes gentil. Non mais c'est vrai que les femmes aujourd'hui à 48, elles en paraissent 35. Bon, alors que, qu'est-ce qu'on cherche ? Vous avez 48, c'est proche de l'ostéoporose, de la ménopause, tout ça. Donc il faut prendre un traitement hormonal substitutif. On ne vous dit pas que ça augmente des risques de cancer du sein de 30%. On ne vous dit pas que la pilule, c'est un poison qui augmente les risques de cancer chez les femmes quand elles prennent plus de 5 ans la mini-pilule. Ça ne veut pas dire qu'on ne la prend pas. Mais 5 ans, avec le passe contraception, vous la donnez aux gosses à 15 ans. Au collège. Au collège, ils sont au collège. Eh bien, c'est passé au collège. Il y a une loi de Madame Belkacem de je sais pas quoi, bon, qui a fait passer ça dans les collèges. Non, mais ils ont pété les plombs. Et un jour, l'éducation nationale, les parents vont se jeter contre l'éducation nationale, qui est devenue un propagandiste des vaccins contre le cancer du col de l'utérus. Le petit a 9 ans. Il faut le vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Allez expliquer à Jean-Baptiste à 9 ans qu'on va le vacciner contre le cancer du col de l'utérus de sa sœur ou de sa tata. Il dit, mais mon col va bien. Col de l'utérus. Qu'on le vaccine à 2 mois contre l'hépatite B, qu'on attrape si on est infirmier, médecin, chirurgien, ou si on se drogue, ou si on multiplie les partenaires. Il a 2 mois, le gars. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, vous voyez, ayons de l'humour. Nous sommes en train de rentrer dans une société de résistance avec humour et amour. Vous voyez, c'est ça l'important. Ce n'est pas une résistance au pétard. Ce n'est pas une résistance terroriste. C'est une résistance avec l'intelligence. Et cette résistance avec l'intelligence fait qu'on ne va plus se faire avoir. Exemple, récemment, et puis je vous laisse la parole. J'entends sur la radio France Info, je ne sais laquelle, le patron de Haribo les bonbons. Bon. Ils ont fait un nouveau bonbon qui picote, parce qu'il paraît que les adultes préfèrent des bonbons qui picotent. Bon, très bien. Alors, le journaliste qui sait un peu des choses lui dit, est-ce qu'il y a du glutamate dans vos bonbons ? Et il répond, il n'y a pas de gluten. Le patron des Haribo bonbons, il se fout de nous, vous comprenez ? Ça veut dire, là, il nous prend pour un crétin, et il a pris le journaliste pour un crétin, ce qu'il était ce jour-là, puisqu'il ne savait pas qu'il confond glutamate et gluten. Vous voyez ? Et le glutamate, ça fait quoi ? Oui, le glutamate, ça fait des addictions, et c'est très mauvais, et c'est destiné à ce que vous en consommiez. Vous comprenez ? Parce que ça donne un petit goût salé, avec un petit mélange de sucre, etc. C'est pas un irritant neurologique. Mais oui, mais c'est bien sûr irritant neurologique, et c'est en même temps un neurotransmetteur. Voyez ? Bon. Alors, je m'arrête là, de telle façon à ce que vous puissiez poser des questions. Attention, nous ne sommes pas en consultation. Vous n'êtes pas en train de me dire le sein de ma femme, la prostate de mon mari, etc. Vous pouvez parler de la prostate de votre mari sans parler de la prostate du mari ou du voisin. Vous parlez de la prostate en général. D'accord ? Bon. Donc, nous sommes là pour répondre à vos questions. Vous n'hésitez pas. Aucune question n'est stupide. Aucune. Toutes les questions sont bonnes, mais il faut qu'elles soient brèves, de façon à ce que le plus possible de personnes puissent poser des questions. La parole est à vous. Vous l'avez levé la main ? Oui, madame.
Je souhaitais j'ai une petite interrogation, c'est par rapport à la cuisson des légumes dans le cuit-vapeur. Dans votre livre, vous dites qu'il ne faut pas que les légumes soient cuits au-delà de 80 degrés. 95. C'est 95 la vapeur. L'eau bout à 100 degrés, c'est une loi physique. Et la vapeur qui se dégage est à 95 degrés. Voilà. Mais la plupart des cuits-vapeurs, c'est marqué 100 degrés. Je ne sais pas comment ils comptent, mais en fonction des cuits-vapeurs qui sont sur le marché, d'abord je vous déconseille ceux qui sont en plastique, puisque les plastiques, maintenant, vous savez, on a parlé assez des bisphénols, et avec la chaleur et la matière grasse, ça dissout les plastiques qui sont des hydrocarbures, donc des pesticides. Donc il faut éviter. Voilà. Donc il y a des cuits-vapeurs. Si le couvercle, par exemple, s'enfonce et résiste à la pression, ça va faire monter la pression. C'est pour ça que je ne suis pas du tout favorable à la cocotte minute, parce que c'est un mode de cuisson qui fabrique de la vapeur, certes, mais vissé. Et la pression qui se produit fait monter la température jusqu'à 120-130 degrés. C'est pratiquement la cuisson UHT. Et ça, on laisse, alors on vous dit ça dure pas longtemps, on laisse le riz 7 minutes par exemple. Oui, mais le riz, vous le mettez avant, vous faites chauffer, hein, et le temps que ça siffle, vous comptez quand ça siffle, et quand vous enlevez le sifflet, il faut encore que la vapeur s'échappe. Donc au total, eh ben, ça aura cuit au moins 15 minutes, au moins. Voilà. Et sous pression. Qu'est-ce que c'est donc? C'est un autoclave. Et donc vous comprenez que si votre cuit-vapeur du commerce, le couvercle résiste et crée une rétention de vapeur, la température va effectivement monter au moins jusqu'à 100 degrés, puisque l'eau est à 100 degrés en dessous. Voilà. Donc il faut une vapeur libre. C'est pour ça que je parle du couscoussier. Il faut qu'il y ait un seul étage pour que le jus de cuisson, quand l'aliment transpire, il évacue des toxiques qui sortent sous forme aqueuse. C'est la condensation de la vapeur et qui les entraîne et ça tombe en bas. Il ne faut jamais utiliser l'eau parce qu'elle contient tous les toxiques. Ça a été analysé, on a retrouvé les pesticides, les conservateurs. Si vous mettez une tranche de jambon, elle se nettoie, elle transpire, tout tombe au fond. Mais vous avez tout au fond. Donc vous jetez cette eau, vous ne la consommez pas, vous ne la donnez même pas à vos animaux ni à vos plantes. Parce qu'elles ne résisteront pas longtemps, les plantes. Hein. Voilà. Madame, parlez fort, parlez près du micro. J'étais amenée à constater que les gastro-entérologues, pour en avoir consulté personnellement plusieurs, ne font presque jamais de lien entre votre pathologie digestive et votre alimentation ou votre hygiène de vie. Vous avez raison, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est important que vous le compreniez. J'aime beaucoup mes collègues gastro-entérologues, mais je les appelle les tubologues. Je vais vous dire pourquoi. C'est vrai qu'ils ont d'excellents appareils qui permettent de voir à l'intérieur. Et aujourd'hui, vous pouvez voir la partie haute tube digestive, la partie basse tube digestive. Si c'est propre, et ils demandent à ce que ce soit propre, puisqu'on prépare le côlon pour une coloscopie. Donc, ils voient rien. Premièrement, leur boulot, si vous voulez, c'est de regarder dans l'intestin du haut en bas s'il y a un ulcère, s'il y a une tumeur, s'il y a un polype, etc. Bon. Ensuite, ils gagnent très très bien leur vie avec ça. Et ce n'est pas un reproche, parce que l'appareil coûte cher et donc le remboursement se fait très bien. Bon. Mais il commence à y avoir des gastro-entérologues qui s'intéressent à ce que l'on met dans le tube digestif, c'est-à-dire à ce qu'on met dans le palais des saveurs, à ce que ça devient. Ils ont pourtant eu une formation sur le sujet. Mais si vous voulez, après tout, ça tourne, leur cabinet tourne, voilà. Donc ils vous font un endoscopie. Vous pouvez manger, madame, ce que vous voulez. C'est une erreur grossière. Parce que vous, le grand public, et moi j'en fais partie, nous avons pris conscience, au fond, que ce que nous mangeons peut nous apporter de la santé, ou au contraire la mauvaise santé. Je vais même à un point assez fort, puisque je dis que l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. Soit il m'envoie à l'hosto, parce qu'il me fait bouffer des saloperies, des pesticides et compagnie que j'ai dans mes aliments sans que je les vois, parce que ça ne se voit pas, c'est un intérieur d'aliments. Pesticides, et on sait que tout ça sont souvent des produits cancérigènes. Mon épouse l'a dit tout à l'heure, qui ont des
comment dit-on, des trucs endocriniens, des perturbateurs, je cherchais le mot, des perturbateurs endocriniens. Vous voyez? Bon. Et ces perturbateurs endocriniens, ils sont perturbateurs pour la prostate de l'homme, pour le sein de la femme, pour l'utérus de la femme, pour les ovaires de la femme. Mais on ne le voit pas, c'est en plein milieu. Donc l'agriculteur peut être un premier acteur de ma santé pour m'envoyer à l'hosto, mais peut être aussi un excellent, je dirais, acteur de ma santé pour me maintenir en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut, je dis, valoriser l'apiculteur, les produits de la ruche. Il faut valoriser l'apiculteur dans ses produits de qualité et ne pas avoir peur de payer un petit peu plus cher. Vous achetez un poulet conventionnel, d'accord? Vous le faites cuire. Vous avez un pigeon. Vous avez un pigeon. Donc il vous en faut 4. Vous prenez un poulet de batterie, mais je suis sérieux quand je dis ça. Un poulet de batterie, vous le faites cuire, vous avez ce qu'il faut à manger. Non, pas de batterie, un poulet bio, enfin. Fermier ou bio? Un poulet fermier ou bio, vous voyez? Bon, voilà. Donc, le poulet de batterie, il faut les laisser. Et c'est parce qu'ils vont voir que nous, grand public, vous savez, dans les supermarchés, hypermarchés et compagnie, il y a des caméras. C'est pas que pour voir les voleurs. C'est pour voir si vous êtes fidèle à la pub que vous avez vue à la télé la veille. Ou l'avant-veille. Bon, un exemple. Un jour, une jolie jeune femme, mini-jupe, tout ça, venue me voir, dans le dîner, machin. Elle me dit, voilà, je viens vous présenter le dernier yaourt pour la santé. Très bien. Elle était mignonne, vous la recevez. Hein? Bon. Alors, elle s'assied. Je dis, vous avez des preuves? Bien sûr. Alors, elle vous sort l'ordinateur, et puis elle vous montre un tas de diapositives les unes après les autres, et je vois que ça a été testé chez le rat, chez la souris, chez le cochon d'Inde, chez le lapin. Je me suis dit, c'est pour moi la suite. Bon. Alors, elle a fini son diaporama, il y avait des statistiques, je sais analyser des statistiques avec P00, statistiquement significatif ou pas, et quand ça a été fini, je dis, écoutez, c'est magnifique, elle était contente comme tout. Bon, je dis, mais qu'est-ce que je vais dire, moi, à mes patients, concernant la qualité de ce yaourt qui s'appelait Essentiel, bon. 106. Essentiel, et comment tu dis? Essentiel. Essentiel, oui. Ah ben, elle me dit, vous allez dire, vous avez vu qu'on a étudié le poil de l'animal. Oui, j'ai vu. Ben, vous allez dire que ça rend la peau douce. Ah oui, ça rend la peau douce. Donc, elle me dit oui. Si vous en consommez vraiment, vous allez avoir la peau douce. Bon. Ah, je dis, mais il faut en consommer combien? Alors, elle me dit, mais on a fait le calcul, les statistiques à partir des animaux. C'est 4 par jour. Ouais. Repas du midi, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, et un avant d'aller au dodo. Et on a prévu de mettre un peu de sérotonine dedans pour s'endormir paisiblement pour le 4e yaya. Bon, attendez, je lui dis, oui, mais pendant combien de jours pour être sûr que j'ai la peau douce? Parce que je sais pas en 24 heures, j'ai la peau douce. Elle me dit, c'est 70 jours consécutifs. 4 x 7, 28, j'ai dit 280 yaya, mon épouse a la peau douce. Toute la famille a la peau douce. Bon, je dis d'accord, bon ok, j'ai compris, c'est vachement sérieux, vous voyez. Là, il faut être sérieux, il faut être courtois, j'étais mignonne. Bon, alors, je lui dis, mais et si j'arrête? Et là, elle prend un regard de deuil. Elle me dit, mais ne faites pas ça, vous allez flétrir. En 10 jours. En 10 jours, oui, en 10 jours. Bon, alors, j'ai écrit à ce moment-là au lobby des yayas, parce que le yaya était déjà passé à la télé, je ne le savais pas parce que je ne la vois pas. Donc, il était déjà passé à la télé, ça commençait les pubs. Et je lui ai mis un mot en disant, signant avec ma pomme et tout ça, si vous le maintenez en publicité, je vous fous un procès. Parce que c'est un scandale de se foutre du monde de cette façon-là. 3 jours après, il n'était plus à la télé. Vous voyez? Bon, donc, ça veut dire que nous ne devons pas nous laisser manipuler aujourd'hui par tous ces sujets-là. Je reviens à votre question. Hein? Oui, les gastros. Bon, ben les gastros. Il faut dire, monsieur le gastrologue, on m'a dit que vous étiez un tubologue, mais j'ai une grande confiance en vous parce que j'aimerais que vous me disiez comment je dois m'alimenter. Si le gars, il vous dit aucun changement, ben vous dites merci et vous allez voir un autre. Et je vais vous dire, là où vous aurez les meilleures réponses aujourd'hui, je vais le dire honnêtement, hein, chez les naturopathes. Hein. Naturopathe, il vous prend en consulte, il vous prend pendant 1 heure, il vous demande comment vous alimentez, comment vous dormez, comment vous faites pipi, comment ci, comment ça. Et à la fin, il a une vision globale, il peut vous donner des conseils de grande qualité. Moi, je forme plus de naturopathes que je forme de médecins aujourd'hui, je vous assure. Hein. Et c'est marrant parce que l'enseignement post-universitaire, encore récemment, on m'a demandé de faire un enseignement post-universitaire à des médecins généralistes dans ma région. Je dis ok. On me dit, vous prenez combien? Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Non, mais vous prenez combien en pépette? Je dis, je prends rien. Ah bon, vous prenez rien? Je dis, non, je prends rien.
Je donnerai une conférence à mes collègues médecins, je leur dirai ce que je vis, etc. Bon, alors j'y suis allé, il y avait une belle table avec un verre pour le rouge, pour le blanc, pour le rosé, pour ceci, tout ça. Bon, moi je m'en fous du repas. Ce qui était important, c'était le dialogue avec mes collègues. Nous avons eu un dialogue extrêmement intéressant. Quand, par exemple, vous avez des généralistes qui vous disent « Moi, j'ai des patients sans arrêt pour lesquels il faut faire des infiltrations, ils ont mal au dos, ils ont mal aux hanches. » Je dis « Mais commencez par changer les habitudes alimentaires. Ne les envoyez pas tout de suite chez le rhumato. Commencez par leur changer leurs habitudes alimentaires et vous allez voir. » Mon collègue, un jour, j'étais en conférence à Grenoble. Je sors de la conférence, comme aujourd'hui, bon, et puis un monsieur vient me voir, il me dit « Je suis rhumato. » Bon, c'est comme si ce soir, il y a un gastro qui est là, il vient me voir, il me dit « Je suis gastro. » Je dis « Vous devez me haïr. » Bon. Il me dit « Non, je suis d'accord avec vous, me dit le rhumato. » Bon, et vous êtes le seul rhumato français qui a compris la situation. Il me dit « Écoutez, je vais vous expliquer. Une dame qui avait une spondylarthrite ankylosante vient me voir. Je lui donne diagnostic, ça, traitement et compagnie. Je vous revois madame dans 3 mois. 3 mois plus tard, elle revient, toute pimpante. Bon, elle me dit « Je vais très bien, docteur, vraiment, c'est impeccable. J'ai plus de douleur. » Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait? Mon traitement, bien sûr. Non, non, pas du tout. Bon, vous n'avez pas fait mon traitement? Pas possible. Si, j'ai pas fait, tenez, j'ai fait la photocopie du livre. Elle avait fait la photocopie du livre d'un de mes collègues, docteur Jean Signalé, sur toute la partie rhumatologique, il y avait une dizaine de pages, qu'elle lui a donné. Du coup, il réexamine cette femme, il me raconte, je la réexamine, je lui donne une pipe. Mais elle a changé son alimentation, et elle se pointe, elle n'a plus un symptôme. Je vais essayer. Il a essayé sur d'autres. Et ainsi, il s'est mis. Et le gars, il a compris. Du coup, il a écrit un bouquin qui s'appelle « Rhumatisme. Les aliments sont-ils responsables ?» et un autre sur l'ostéoporose, mythe ou réalité. Je lui dis, trop gentil, il fallait que tu mettes l'ostéoporose, un mythe. Hein. C'est un mythe. Sauf si vous avez le cul dans le fauteuil, regardez la télé comme les Américains, 4h50 par jour. Nous, les Français, 3h50. Moi, je ne regarde pas, donc il y en a qui doivent le regarder longtemps. Question suivante. Madame. Je voulais savoir, parce que vous parlez de manger les aliments plutôt crus, avec la peau. Oui. Je reviens au tubologue, puisque quand on a des diverticules, oui. on dit cuit, d'enlever la peau, les Non, alors, vous avez tout à fait raison. Le problème du diverticule, c'est quoi? D'abord, pour l'expliquer, c'est une petite hernie. Imaginez que vous avez une roue en caoutchouc, il y a une petite hernie, vous comprenez ça très bien. Bon. Donc, le problème, c'est que ces hernies, d'abord, viennent du stress. Premièrement, quelqu'un qui est avec des diverticules, il me dit j'ai des diverticules, ok, je me dis c'est une personne stressée. Donc je vais l'apaiser, parce qu'on lui a foutu la trouille. Hein, vous ne pouvez plus manger la moindre peau, le moindre ci, le moindre ça, il faut faire tout cuire, il faut être au pain blanc, aux pâtes, aux nouilles, etc. Bon. Donc il faut que je regarde l'importance des diverticules. Il y en a qui sont tellement importants qu'il faut peut-être intervenir chirurgicalement, parce que ça a tendance à obstruer. Bon. Et puis il y en a d'autres, c'est très banal, il n'y a pas à en faire un drame. Mais ça veut dire, madame, votre extracteur de jus, il est là. Vous avez des ratounes, il faut s'en servir. Donc il faut mastiquer. Les Allemands disent que quand on a quelque chose dans le palais des saveurs, il faut le mastiquer 37 fois. Faites-le 37, vous allez voir. Là où je le fais, tiens, c'est vrai, ça c'est pour les messieurs, je vous avais promis quelque chose. Donc, non, pour les messieurs, il faut que je vous explique quand même, parce que ça, c'est quand même une belle histoire. Nous avons 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, et alors, on a une fille qui est passionnée par son métier, elle est dans l'art, l'histoire de l'art, tout ça, l'histoire, machin, bon. Et quand elle trouve des choses qui concernent la nutrition, elle appelle sa mère ou moi, et parce que, comme elle sait tout de nous, si elle nous appelle, c'est que nous ne savons pas. Bon. Allô, papa, est-ce que tu sais? Bon. Je dis quoi? Elle me dit, écoute, papa, j'ai fait un truc fabuleux, c'est un conte tchèque ou hongrois par là-bas. Je pensais qu'elle parlait d'un conte d'Andersen. Vous voyez, non, d'un conte, le mari de la comtesse. Papa, figure-toi que ce conte, eh bien, papa, il a honoré sa comtesse 7 fois en une seule nuit. Tu dis quoi? Répète. Elle me répète. Je dis, attends, comment il a fait, le gars? Quel âge? Il me dit, papa, il prenait des pois chiches al dente. Alors, je suis allé voir ma chérie, je lui ai dit, on ne prend pas ces pois chiches à la maison. Bon. Et puis on a réfléchi tous les deux. Parce que pois chiche al dente, ça veut dire quoi? Ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, al dente. Vous faites cuire 5 minutes sur le cuit-vapeur, sur le grill. Donc votre pois chiche, il est comme une... Comment? Trempé quand même depuis la veille. Trempé depuis la veille, d'accord. Bon. Et là, en les faisant cuire comme ça 3-4 minutes, 5 minutes, eh bien, vous avez comme des noisettes. Et quand vous avez la poignée, c'est pour ça que ça me fait penser à ces 37 fois, quand vous avez la poignée de pois chiches dans le palais des saveurs, vous faites le tour le haut, le bas, et que vous vous dites quelles sont les conséquences
n'est-ce pas? Vous imaginez de la douceur, de l'amour, et que la comtesse, elle est comme ça. Eh ben, moi, je vais vous dire, dans la région Poitevine, dans 8 jours, il n'y aura plus un pois chiche à vendre. Question suivante. Alors, c'est l'occasion quand même de vous faire comprendre comment un aliment végétal peut, en quelques secondes, passer de la fibre préservée au sucre. Parce que pourquoi les légumineuses, on les appelle les féculents, pourquoi ça flatule, pourquoi ça ballonne, pourquoi ça gaze? Parce que c'est trop cuit. Et on pense que pour qu'ils soient digestibles, il faut les cuire longtemps. Mais si vous les faites tremper toute une nuit, déjà, ils se réhydratent et ils reviennent à un état frais. État frais comme quand vous les récoltez, comme les petits pois par exemple. Voilà. Et vous les prenez, une fois trempés, ils ont commencé à démarrer la germination. Et la peau est déjà beaucoup plus digeste. Vous les mettez 5 minutes sur la grille de votre cuit-vapeur, et au bout de 5 minutes, vous les enlevez. Alors, ils sont al dente, ils sont croquants. Mais si vous les laissez 2 ou 3 minutes de plus, eh bien, vous constatez quoi? C'est qu'ils deviennent farineux. Ils sont plus friables. Alors, c'est très rapide parce que la vapeur douce est très efficace pour cuire. Ça cuit beaucoup plus vite que n'importe quel autre mode de cuisson, que dans l'eau ou que dans la cocotte, etc. Donc, très rapide. Si vous le laissez 1 à 3 minutes de plus, ça devient farineux et friable. Et quand c'est farineux, c'est du sucre, et là, ça va fermenter, ça va gazer, ça va flatuler. Mais à 5 minutes pile, c'est croquant, ça a un goût de pois chiche beaucoup plus naturel, ça gardait toutes ses qualités nutritionnelles, bonne protéine, c'est très riche en protéines, bonne vitamine du groupe B, très importante, la peau, les cheveux, etc. Donc vous voyez, et le cerveau. Très, très profitable, pas seulement pour le compte de Hongrie ou de Tchécoslovaquie. Voilà. Et c'est pareil pour les lentilles, c'est 4 à 5 minutes. Question suivante. Madame. Bonsoir, monsieur. Où êtes-vous? Ah là-haut, d'accord, je vous vois. Allez-y, puis après la dame de l'autre côté. Oui. Vous dites le lait de vache, c'est pour le veau. Oui. Alors, et le lait de chèvre, est-ce seulement pour le chevreau? Moi, j'étais voir un naturopathe. Bonne question. Et il m'en a beaucoup conseillé. J'entends pas bien la fin. Le naturopathe m'a conseillé de prendre du fromage de chèvre, mais pourtant, si je suis votre raisonnement, en fait, le lait de chèvre devrait aller qu'au chevreau. Oui, alors, vous avez raison, il y a quand même une différence entre le veau, si vous voulez, le chevreau ou la brebis, c'est que ce sont des petits animaux qui sont plus petits que nous. C'est-à-dire que, si vous voulez, les organes de ces animaux sont plus petits que les nôtres. Donc déjà, il y a moins de facteurs de croissance pour la croissance d'un animal qui est d'une hauteur, d'une taille, d'un volume plus petit. D'autre part, une chose qui est importante à dire, que j'ai oublié, c'est que vous devez distinguer entre le calcium d'origine animale, il y en a 4 fois plus que dans le lait de la maman, du calcium d'origine végétale. Alors quel est-il le végétal? Beaucoup de gens se disent, mais où on le trouve le calcium en dehors du lait? Ben, vous l'avez dans les amandes, dans les noix, dans les noisettes, dans les olives. Dans les pois chiches. Dans les pois chiches, bien sûr, dans les lentilles, dans tous les salades. Dans une pomme, vous avez 40 mg de calcium. Bon. Or, dans le persil, dans le persil aussi, oui, 200. exact, 200, oui. Non, mais ça veut dire simplement que quand vous mastiquez bien le végétal, puisque nous avons un palais des saveurs avec les dents dont je parlais, eh bien, vous n'allez pas faire des phytates. Si vous ferez des phytates et vous aurez de la malabsorption, si vous prenez un végétal que vous mastiquez pas assez. Voilà. Et à ce moment-là, voilà le point important, 75% du calcium d'origine végétale, amandes, noisettes, noix, etc., fruits, légumineuses et compagnie, est absorbé par le tube digestif. 75%. Donc il n'y en a qu'un quart qui fout le camp dans les déchets. Par contre, l'absorption par le tube digestif qui ne serait pas poreux, c'est 25%. Ça veut dire que 75% du calcium d'origine animale va et doit aller aux toilettes. Vous comprenez la différence? Ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut faire une option vers 80% de végétaux dans mon alimentation et 20% de produits animaux. Produits animaux, poissons, fruits de mer en tête. Viande blanche en deuxième position.
Viande rouge en 3e position, une fois par semaine. Saucisson, pas tous les jours, une fois par mois. D'accord? Comprenez? Question suivante, Madame en bleu. Allez-y. Bonsoir, merci déjà à vous. Avec plaisir. J'ai 2 questions complètement différentes. Dès demain, j'attaque la méthode signalée, ça c'est fait. Et je voulais savoir ce que vous pensez des extracteurs de jus, si c'est bien ou pas. Et une autre question qui est complètement différente, qu'est-ce que vous pensez de l'hormonothérapie pour... voilà. Alors, tout de suite, extracteur de jus, si vous n'êtes pas malade, votre meilleur extracteur de jus, vous l'avez compris, c'est là. Imaginons que nous sommes mercredi. Je dois avoir vendredi une chimiothérapie, admettons. Là, je vais avoir besoin de l'extracteur de jus de fruits et de légumes frais, si possible de qualité, de proximité et bio. Je vais presser tout ça pour obtenir du jus. J'aurai les minéraux, les oligo-éléments, j'aurai le bon fructose, j'aurai tout sauf les fibres. Parce que les fibres, c'est du boulot pour les digérer. Or, comme je vais avoir une chimiothérapie qui est difficile à supporter, si je veux bien la supporter, pas avoir trop de nausées, etc., eh bien, j'ai intérêt à ne pas surcharger mon tube digestif. Et là, l'extracteur de jus est prioritaire. D'accord? Deuxième question, traitement hormonal substitutif, c'est ça? L'hormonothérapie. Oui, hormonothérapie. C'est ton collègue belge. Oui. À l'hormonothérapie, vous voulez dire après un cancer, par exemple? Oui. Ah, ça s'appelle... D'abord, on vous ment, c'est pas une hormonothérapie. Oui. Alors, vous allez pouvoir l'arrêter ce soir, vous allez voir. Bon, alors c'est bon. Je vais vous expliquer. D'abord, on vous ment, on vous dit que c'est une hormonothérapie. C'est une anti-hormonothérapie. Pourquoi vous mentons? Parce que c'est difficile de justifier qu'on donne à des femmes des hormones aussi fréquemment dès l'âge de 15 ans, 18 ans, etc., qu'on appelle la pilule, et Dieu sait qu'il y en a 40 marques différentes. C'est difficile de dire, je vous ai donné la pilule et vous vous retrouvez avec un cancer du sein. Vous comprenez? Bon. Par contre, quand on vous dit, madame, vous avez fait un cancer après l'âge de la ménopause, oui, vous avez pris un traitement hormonal substitutif pour votre confort, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez demandé, c'est pas le médecin, c'est vous qui l'avez demandé. Et puis, de toute façon, vous avez un cancer, oui, mais sachez que grâce à ce traitement hormonal substitutif, on a fait le diagnostic plus tôt. Mon œil. Grâce à ce traitement hormonal substitutif, vous avez un meilleur cancer. Il n'y a pas de meilleur cancer les uns que les autres. Vous comprenez? Mais ça, c'est les laboratoires pharmaceutiques, c'est Big Pharma. Sachez une chose, c'est que Bayer, laboratoire allemand Bayer le plus grand au monde, vous irez voir son histoire en 40. Qu'est-ce qu'il faisait avec, hein? Bon, son pognon. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il fait. 1, il a racheté Monsanto. 2, il fait des hormones pour toutes les femmes avec comme pub, vous le valez bien. Ça, c'est L'Oréal. Hein? Alors moi, j'ai rien contre L'Oréal, hein, mais vous le valez bien que je vous donne des hormones, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous donne des taux d'hormones qui sont absolument monumentaux, parce que pour bloquer vos ovaires pour une contraception, eh ben, on ne vous dira pas, mais moi je vous le dis, il faut que vous ayez une dose qui est 20 à 50 fois supérieure à ceux que fabriquent vos ovaires. 20 à 50 fois supérieure à ceux que fabriquent vos ovaires. Donc vos ovaires, on les fout au repos. Ils n'en veulent plus, c'est le but. Bon, très bien, vous ne voulez pas? Ok, je comprends. Mais c'est vous qui dégustez. Et vous prenez dans votre corps une dose d'hormones qui est très importante. Et pour revenir à Bayer, 2011, j'ai les chiffres. Recherche-développement de Bayer, 2,3 milliards de dollars. 2,3 milliards de dollars de recherche. Bravo, il faut faire de la recherche. Publicité de laboratoire Bayer, 9,5. D'accord? Avec ça, vous payez les congrès. Avec ça, vous payez des pages de publicité dans les magazines People, Santé Magazine et ceci. Moi, j'étais à Santé Magazine au conseil scientifique. J'en ai foutu le camp parce qu'on m'exploitait et que je ne pouvais pas accepter éthiquement d'être derrière la publicité de Big Pharma. Vous comprenez? Donc, méfiez-vous de ça. Alors maintenant, vous avez eu un cancer, madame, on va vous guérir avec des hormones. Ce sont des anti-hormones. Le Nolvadex, on vous dit, ça vous protège d'une récidive d'un cancer du sein. Pas certain. On voit des récidives, on en voit beaucoup avec des femmes qui prennent ça, non pas que ce traitement donne la récidive, mais ce traitement, comment se fait-il que ce traitement puisse vous protéger d'une récidive ici, mais vous donne un cancer du corps de l'utérus? Expliquez-moi ça. Est-ce que vous trouvez cohérent qu'il y ait un médicament, le même médicament, qui vous dit « je vous protège d'un cancer du sein, mais je vous balance un cancer sur le corps de l'utérus »
Non, c'est complètement aberrant. Donc je suis très opposé à ce traitement. Alors, on vous donne à la place un autre qui s'appelle Aromazine, Arimidex, Femara, qui est une anti-aromatase. Mais cette anti-aromatase, c'est un bon médicament chez une femme qui est en état de surpoids important. Mais moi, je préfère dire à la femme, écoutez madame, vous avez deux solutions. Soit vous gardez votre surpoids, vous continuez à bouffer du yaya, du fromage, du jambes de rouge, etc., à vous régaler, aller au McDo, compagnie. Bon, à ce moment-là, Aromazine, il vous le faut. Soit vous faites un effort et vous allez vous sentir mieux. Vous allez perdre du poids. Oh, vous n'allez pas faire du con. Vous allez perdre 1 kg et demi par mois. Pas plus. Il ne faut jamais dire à une femme, vous avez de l'obésité. Vous lui dites, vous estimez votre poids à combien, madame? Alors elle dit, oh, j'ai 15 kilos de trop. Non, les femmes surévaluent toujours. Nous, on sous-évalue toujours. Nous, les mecs. Hein? Le poids de monsieur, il est toujours sous-évalué par rapport à son poids normal. Or, ce n'est pas difficile à calculer. Le poids idéal de l'homme, c'est son nombre de centimètres au-dessus d'un mètre. Ben, il faut que ce soit en kilos. Vous mesurez 1m80, idéal 80, 82, entre 78 et 84 kilos. Madame, c'est le nombre de centimètres au-dessus d'un mètre, moins 10. Moins 10. Vous mesurez 1m60, si vous pesez 70 kilos, désolé, il y en a 20 de trop. Alors, on ne va pas y aller doucement. On va dire, madame, vous avez quelques kilos de trop. Je vais vous aider. On va faire un peu de gymnastique. On va aller au sport avec les copines, tout ça. Vous voyez, marche nordique. Question suivante. Madame. Le micro arrive. Ah non. Alors vous, allez-y. Je vais répéter la question. Parlez fort. Oui, moi je voulais savoir, vous dites qu'il faut manger les fruits et les légumes avec la peau. Oui. Le problème pour les Il faut manger les fruits et les légumes avec la peau. Oui, alors pour les personnes âgées qui n'ont pas de dents. et les personnes handicapées. Bon, et les personnes handicapées. Je suis d'accord. Moulinette. Moulinette. Vous enlèverez la peau. La peau de la banane, vous ne la mangez pas. Mais il La faut peau de faire l'orange, tourner. vous ne la mangez pas. Bon. Mais il faut faire tourner dans la bouche. Oui, puis vous faites tourner dans la bouche. Et vous dites à la personne âgée, poum, pam, chaque côté, en bas. Non, mais vous le faites devant lui. Vous le faites vous-même. Alors, je sais que c'est pas facile. Les personnes âgées, bon, ils ont leurs habitudes, il faut les respecter. On ne va pas changer du jour au lendemain en y allant. Voilà, monsieur. C'est votre maman? Je croyais que c'était votre soeur, moi. Bon, d'accord. Votre frère est tétraplégique. Donc pour justement... Il ne peut pas trop avaler. Oui, non, mais alors, non, mais il n'y a aucun problème. Vous le mixez, vous lui donnez à petite dose, vous lui donnez sous forme de purée, mais vous ne faites pas cuire sous le prétexte qu'il faudrait faire cuire. Vous comprenez? Question là-haut. Qui a le micro? Ah, c'est là-haut. Oui, je vous vois. Allez-y, madame. Pourriez-vous expliquer les conséquences de la pilule sur le corps féminin, s'il vous plaît? Là, il faudrait des heures. Hein. Les conséquences de la pilule sur le corps féminin, 1, je la prendrai jamais. Ah, vous non plus. Bon, mais moi, je suis un homme. Vous direz, c'est normal, je suis un homme. Les 2, j'ai jamais voulu que mon épouse la prenne, mais évidemment, j'ai pas eu à l'imposer parce que je lui ai expliqué ce que ça faisait. Quand vous prenez des quantités d'hormones, la normopilule, c'était 50 fois plus d'hormones par rapport à la fabrication par vos ovaires des hormones estrogène et progestérone, puisque la pilule, c'est 2 hormones, estrogène et progestérone, n'est-ce pas? Bon. Et la mini-pilule, c'est, disons, 20 fois. Pour les deux, hein, pour estrogène et progestérone. Il n'y a pas très longtemps, un de mes frères qui est chirurgien m'a envoyé un dimanche, il me téléphonait pour une dame qui était affolée parce qu'elle avait une tumeur au foie. Bon. Alors, première question, je dis, tu la connais? Il me dit, oui, c'est une amie de ma femme, etc. Je dis, elle picole? Il dit, non, elle picole pas. Il faut savoir, parce que cancer du foie, il y a alcool, n'est-ce pas? Bon. Bah, ben, je dis, écoute, elle est stressée, dis-lui de venir à 7h ce soir à l'hôpital, j'irai voir les malades, c'était un dimanche. Bon. Quand je l'ai vu arriver, j'ai compris tout de suite ce qu'elle avait. 40 ans, mignonne, tout ce que vous voulez. Bon, alors j'ai rien dit. Il montrait-moi les images, je vois le scanner. Elle avait la grosseur d'une belle, guillemets, orange dans son foie gauche. Bon. J'ai dit, madame, je vous rassure tout de suite, c'est pas un cancer. Je vous rassure tout de suite, je me fais couper la tête, vous n'avez pas un cancer. Par contre, il ne faut pas garder ça, parce que si un coup de bretelle, de coup de frein brutal dans la voiture, vous risquez de faire péter cet élément-là, ça freine, et là, vous avez 5 minutes dans la voiture pour qu'on vous sauve la vie. Bon. Alors, je lui dis, ça vient d'un médicament. Ah non, docteur, je ne prends pas de médicament. Ah d'accord, vous ne prenez pas de médicament. Et vous prenez aucun... Ah non. Nous sommes écolos et mon mari. Écolos, ça c'est les écolos typiques. Bon. D'accord. Et est-ce que vous prenez la pilule? Ah
Oui, oui, oui. Et depuis quand? Ouh, ça fait longtemps. Ah, d'accord. Vous pouvez me calculer à peu près combien de temps? Elle calcule 20 ans. Qu'est-ce qui se passe? Pendant 20 ans, elle a prescrit par nous, la médecine, hein, moi je ne vais pas la culpabiliser, hein, elle a utilisé, consommé des hormones pour mettre ses ovaires au repos. Quand je l'ai opérée, c'est très intéressant, j'ai voulu montrer à mes collaborateurs les ovaires de cette femme. Je n'ai pas besoin d'aller ouvrir jusqu'en bas, on peut, avec un appareil spécial, aller voir tout à fait en bas. Elle avait des ovaires atrésiques, nous disons atrésiques en médecine, ça veut dire atrophique. L'ovaire normal, il avait la grosseur de mon pouce, un beau pouce. L'ovaire de cette femme, les deux ovaires, étaient des pois chiches écrasés. Écrasés. D'accord? Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que normalement, tous les 7 ans, après 7 ans de prise de pilule, on doit contrôler votre foie par échographie. Vous l'avez lu, écrit quelque part? Vous avez vu un gynéco qui vous l'a dit? Jamais. Prescrit. Allez, boum, on represcrit. Voilà. En disant, est-ce que je comprends? Je vous prescris la pilule parce que je veux pas que vous veniez me voir avec un enfant que vous désirez pas. Mais bien sûr. Mais attendez, nous sommes en 2017 et en 2017, il y a des femmes dans le monde, dans les pays comme le nôtre, qui tombent enceintes. L'expression tomber enceinte. Non mais attendez, on est où là? Tomber. Il y a quand même eu une relation amoureuse et c'est très bien et je suis à fond pour, entre l'homme et la femme, mais il faudrait savoir ce qu'ils font, quoi. Bon, alors, s'il faut leur offrir un préservatif au chocolat, à la vanille, tout ça, ça existe. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au bloc opératoire en train de m'habiller et j'entendais les infirmières de l'autre côté, ça parlait beaucoup. Je tends à peine l'oreille, j'entends qu'elles parlent des préservatifs parfumés. Bon, puis je rentre dans la salle, au moment où je rentre, silence. Et la surveillante dit, vous n'avez pas écouté? Je dis non, mais j'ai tout entendu. Et alors, je fais le tour avec mes yeux de toutes les infirmières, et je savais qu'elle était la plus coquine de toutes. Et je lui dis, vous choisissez quel parfum, là? Et là, elle m'a eu. Elle m'a dit nature. Vous voyez, il faut bien rigoler, quoi. Bon, alors, simplement, ce que je veux vous dire, la pilule, vous savez qui c'est qu'il faut éduquer? Les mecs. Les mecs. C'est nous qui sommes responsables. Faut nous seulement, mesdames, il faut nous l'expliquer. Seulement quand vous osez pas, j'ai mal à la tête, le patron au boulot il m'a emmerdé, le petit j'ai pas dormi de la nuit, Vous voyez, vous nous faites des petits discours là. Hein? Non, il faut parler franchement, il faut expliquer. Pourquoi lui il n'apprendrait pas? Hein? Question suivante. Encore une et on arrête. Je sais pas où vous êtes. Bonsoir. Bonsoir. Où êtes-vous? Ici. Là, madame. Je voulais savoir ce que vous pensiez du vaccin RER sans aluminium. Est-ce que vous le conseillez? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, si vous avez le RER sans aluminium, il n'y a pas de problème. R, rubéole ou rougeole, oreillon et rubéole. Hein, rougeole, oreillon, rubéole. Bon, moi je ne suis pas contre dans la mesure où il n'y a pas d'aluminium. Méfiez-vous, regardez de près. Il peut y avoir phosphate d'aluminium, hydroxyde d'aluminium, l'un ou l'autre. Dès qu'il y a aluminium, c'est niet. Il y a un livre extrêmement important, et j'ai demandé à M. Huchet, c'est ça, de l'avoir ce soir. Il s'appelle Toxic Story. Ce n'est pas de moi, c'est un excellent bouquin sur justement cette histoire du danger de l'aluminium. L'aluminium, Toxic Story. C'est un bouquin en français qui est remarquablement écrit par mon collègue de la région parisienne, le professeur Gérardi, qui a fait un travail colossal, qui a démontré que l'aluminium, quand je vous le mets là en vaccin, eh bien, vous avez une dose. 3 jours après, 4 jours après, vous avez la moitié de la dose qui a foutu le camp de l'épaule. On ne sait pas où il passe. Exactement comme, je disais, une couturière, vous savez, parfois les couturières s'assoient sans s'en rendre compte sur une aiguille, on pique les fesses, puis nous on fait une radio du thorax, et quelques années plus tard, on dit, madame, vous avez une aiguille dans le dos. Parce que ça circule. Encore plus l'aluminium, qui est une toute petite particule. Et on sait qu'il y a, et ça c'est très important à savoir, la vallée de la Maurienne, c'était l'extraction de la bauxite pour obtenir de l'aluminium. Eh bien, vous avez là-bas, dans cette vallée de la Maurienne, ce qu'on a appelé médecine du travail, encéphalopathie aluminique. Ils perdaient la tête, Alzheimer, aluminium dans l'hippocampe. Néphropathie aluminique, nécessité de faire le rein artificiel, vous bousillez les reins. Et dernière,
ostéomalacie, c'est-à-dire des os fragilisés, les gens se fracturaient sans faire véritablement un effort important. Oui. Donc l'aluminium, il est pour moi totalement contre-indiqué dans un vaccin. C'est pour ça que vous allez à la pharmacie, il y a certainement quelqu'un des labos qui est là. Ne vous inquiétez pas, je suis suivi à la lunette, je le sais. Donc ça ne me gêne pas. Vous allez chez le pharmacien demain. Madame la pharmacienne, je vous aime. Je vous aime tellement que je vous sors un billet de 10 € pour vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux le DTP sans aluminium. Il n'existe pas. Si, il va exister. Ça dépend de vous. Il suffit que vous le demandiez. Je vais vous dire à qui? GSK, Sanofi Pasteur. Il faut le demander. Si vous ne le demandez pas, c'est pour ça que vous avez une pétition, et j'ai imposé à personne de la signer, qui est signée aujourd'hui par 1 085 000 personnes, et qui demande le retour au DTP sans aluminium qui a existé. Mais Madame MST, la ministre, qui n'y comprend rien, elle a dit qu'on le trouvait dans les pharmacies en 2 jours, chez Gigi Bourdin, Jean-Jacques Bourdin. Moi, j'étais chez Jean-Jacques Bourdin la veille ou l'avant-veille. Le lendemain, elle passe après moi, elle dit des conneries. Jean-Jacques Bourdin, qui est intelligent, est allé faire vérifier dans les pharmacies. Elle disait n'importe quoi. C'est pas vrai. On ne le trouve pas dans les pharmacies parce que Big Pharma a organisé ce qu'on appelle une vente liée. C'est comme vous allez acheter une paire de lunettes. On vous dit écoutez, je vous vends les lunettes, mais vous êtes obligé d'acheter le chapeau. Vous dites je sais pas acheter le chapeau, je veux des lunettes. Ah non, non, on ne vend plus les lunettes sans le chapeau. Bon, ça s'appelle une vente liée. C'est totalement illégal. Totalement illégal. Mais les labos s'en foutent. Et alors, ils vous foutent l'émotion. Votre petit va faire une hépatite B. Il faudra lui transplanter le foie. Il risque de faire un cancer du foie. Il risque de la coqueluche. Il risque d'en mourir. Il y a eu des morts à Barcelone. Ils vous disent n'importe quoi. Vous voyez, il faut savoir qu'un médecin qui vaccine 20 patients, il a une prime de 140 €. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Est-ce que vous trouvez normal que selon la médecine de Madame MST, quand vous avez bien soigné le diabète, l'hypertension artérielle, le cholestérol et les vaccins, vous avez à la fin de l'année une prime de 6 900 €. Non mais, est-ce qu'il nous faut des primes pour bien soigner les gens? Non. Vous voyez? Mais par contre, je suis totalement opposé à une consultation à 23 € alors qu'on a fait 10 ans d'études et que quand on vient déboucher à la maison, le plombier vient, eh ben, une demi-heure, il vous prend 60 €, quoi. Bon, et je ne suis pas contre le plombier. Bon, mais c'est pas normal que... Alors, si le médecin, il est remboursé 23 € par la Sécu, comment voulez-vous que les médecins... Vous savez que le Vaucluse, qui est un très beau département, entre 1992 et 2002, c'est là qu'il y a eu le plus, écoutez-moi bien, de suicides de médecins. Suicides de médecins. J'accuse pas mes collègues, hein. Suicide de médecins. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup au bord du burn-out. Pas à cause de nous, à cause de ces crétins qui nous dirigent. C'est ça le problème. Et donc il y a urgence à les virer. Il reste 6 mois. Bon. Alors, dernière question? Non, c'est fini. Ah, c'est lui le chef, hein. Désolé, voilà. Non, mais je comprends très bien. Alors, je peux voir les personnes à la table là-bas, puisque nous allons faire les dédicaces, mais il n'y a pas que pour les dédicaces, ceux qui ont des questions personnelles un petit peu à poser, et je leur donnerai. Mais je vais vous la donner, mon adresse mail, comme ça, le mieux, ce que vous l'ayez, c'est PR, comme professeur, PR, minuscule, hein, PR Joyeux, arrobase, ensuite c'est assez long, famille-santé-prévention.org, famille au pluriel, famille, santé, tout collé à famille, donc il y a 2 S qui se suivent, hein, famille, santé, prévention, tout ça se colle, .org, d'accord? Et si c'est pour mon épouse, tu la connais, ton adresse? Vas-y. C'est quoi ton adresse? Pour moi, vous pouvez m'écrire en allant sur mon site christinebjoyeux.com. Christine B comme Brigitte. christinebjoyeux.com. Je termine par 2 phrases que j'aime beaucoup. L'une du père de la médecine, fabuleux, Hippocrate. Que ton aliment soit ton médicament. Et une autre de Jean Rostand, c'est un biologiste. Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Vaut mieux un bon menu qu'une ordonnance. Bonne santé à vous tous.